Eugène Villeneuve, édition La Découverte, qui nous a donné l'idée de consacrer à Bernard Tapie notre premier Destroy mensuel. Tapie, mythe des années 80, titre Jeanne, et quel mythe! Fini les 70, abat les babas, l'époque alors est aux gagneurs, vive les meilleurs. Exit les hippies, welcome les yuppies, bravo Tapie. Oubliez Manu France, oubliez Cœur Assistance, désormais Tapie est au sommet. L'affaire des châteaux de l'ex-empereur Bokassa n'est pas entrée dans l'histoire. Dieu a créé l'homme pour monter des entreprises. L'avenir appartient à Tapie et à tous ceux qui écoutent ses conseils. Vous êtes vaincus, vous êtes maintenant les vainqueurs, vous êtes les leaders du marché, vous représentez plus de 60% de ce marché, et je veux vraiment que ça se voit sur vos figures. On ne peut plus concevoir la visite, l'apport ou l'abordage d'un vendeur de chez vous sans sentir qu'il est le représentant de la firme qui est leader dans son marché. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir que tout le reste va venir. Tapie aime sa femme, mais il épouse la famille Terraillon, Bernard Hinault, Madame Gray. Et sa grande idée pour supprimer les pauvres, c'est que tout le monde soit riche. 1985, sauf qui peut, c'est Tapie qui chante. En 3 mois, les emplois promis aux chômeurs sont divisés par 5. Tapie est-il vraiment Bernard? Quelle est votre position par rapport à tous les gens qui disent oui, Tapie, c'est un aventurier, style Dallas, où tous les coups sont bons? Oui, ça m'aide beaucoup, mais si tous les coups étaient bons depuis le temps qu'on essaie de les trouver, on les aurait déjà trouvés, je crois. T'as rien d'autre à dire? Tu me dis qu'à Quelle est votre position par rapport à tous ceux qui vous contestent en disant Tapie, c'est un aventurier à la Dallas, bon, tous les moyens sont permis, etc. Ceux qui me contestent m'aident. En fait, ils m'aident parce qu'ils me donnent... Savoir communiquer, c'est bien. Savoir quoi dire, c'est mieux. Sinon, on se prend les pieds dans le tapis. S'il y avait des choses contestables depuis le temps qu'on fait du bruit autour, vous savez, toutes les clochettes sonnent, ça se saurait. Bonjour monsieur, monsieur Dutière du Centre Pompidou. On va se mettre, je vais vous présenter les gens dehors, Laurent Carizot et Jean-Louis Troquet qui est de notre structure, pas de notre structure, mais il travaille pour moi. Marie-France Bruyère qui est responsable des programmes de TF1 concernant mon émission, Laurence Pitou, productrice, je sais pas son nom. Ambition TF1 1986, c'est l'apothéose. Mais la fin de la montée, c'est aussi le début de la descente et à trop vouloir se montrer, on finit par ne pouvoir plus rien cacher. Et derrière, on se fait le grand cinoche et ça veut dire, voilà, on est vraiment des mecs qui vont créer des trucs. Et pas seulement des pompes à blé, et pas seulement des trucs. Question look, les problèmes avec la famille Belcatin, ça la fout mal. Non, il est trop tard. Tapie dit dans la pub qu'il marche à la Vendeur, mais Vendeur avec Tapie, ça marche pas si bien que ça. TF1, bien sûr, ça peut rapporter gros, mais Tapis Vert ne possède qu'1,66% du capital. Dur de jouer dans la cour des grands, pas facile d'être invité au bal du gouverneur. Faute d'épouser sa fille, Tapie décide d'enlever la ville. Après le tapis rouge sur la canebière, c'est le carton jaune, bonne mère. À mort l'arbitre. Je lui ai dit, tiens, c'est drôle, j'avais pas vu la même faute que vous. Je vous jure. Il a répondu? Il a répondu, bah si, moi je suis sûr d'avoir raison. C'est une image de plus d'un autre président qui saute sur un autre arbitre. Mais non, mais j'ai pas sauté. Je vous jure que le jour où je vais sauter sur un arbitre, ça sera que j'aurai les plombs qu'on sautait moi-même, et puis je le ferai. Mais j'espère que ça n'arrivera jamais. Succéder à Gastounet, c'était le pari de l'homme de fer. Passer des valeurs en bourse au retour des valeurs, c'était son ambition pour les années 90. Mai 88, élections législatives, dans la cité phocéenne, comme on dit au ballon, faute de dévorer tout cru l'ogre Le Pen dans la 8e, le manager de Bernard Hinault devra se contenter de jouer les poulies d'or dans la 6e. N'est pas Michael Jackson qui veut, mon pote. Quelle entrée! C'est dehors que c'est dur. C'est dehors que c'est dur. En fait, je pense que c'est bien qu'on soit tous là, je pense que c'est un bon signe. Et le côté un peu Michael Jackson, là, de l'entrée, ça vous je trouve sais ça pas. normal? Je sais pas faire ce qu'il sait faire. Je suis pas sûr qu'il sache faire ce que je sais faire non plus d'ailleurs. Manque de peau, Tapie prend encore un record de retard dans sa traversée de l'Atlantique et il ne barre pas mieux le Phocéa que la route à l'extrême droite. Mais le vrai drame de Tapie, IE, c'est de ne pas avoir été Tapie Y. Faute d'être une rockstar, il aura tout fait pour être une vedette, même gagner des milliards. J'aurais voulu être un artiste.
Être un artiste, c'est tomber pile sur le playback, mon pote. Décidément, t'es pas vraiment synchro, nanar. Alors, va-t-il devenir un héros de série sur TF1? Va-t-il se relancer dans la politique? Va-t-il reprendre l'OM? À nouveau, tout le monde en parle. Voici... Mes amis, mes amours, Les emmerdes. Bernard Tapie. Il a sans prétention et mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin. Bernard Tapie, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Laurent Baffie? Et comment? Ah Tiens, oui, à la j'ai un truc première. pour toi. Vous êtes vu à... À la première de Canal, je lui ai fait un cadeau. Ouais, Tiens, je l'ai il ramené. m'en a parlé. Bravo. Il m'en a parlé tout à l'heure dans la loge. Je l'ai ramené. C'est pas celle d'origine parce que moi je l'avais signée. Et c'est, Eh oui. et c'est celle d'origine, je l'ai gardée. Voilà. Vous êtes libéré de prison. Voilà, c'est une carte. C'est une carte du Monopoly que Laurent Baffie avait offert à Bernard Tapie à l'époque où Laurent... C'était petit chaque Canal et lui... Bernard, bonsoir. Alors, vous tentez l'aventure sur une chaîne du câble qui Ouais. s'appelle RTL9. Alors, l'émission s'appelle Rien à cacher. C'est le dimanche à 19h20. Donc, et vous interviewez une personnalité tous les dimanches. Mais RTL9, vous êtes sûr, Bernard Tapie, que c'est pas pour des raisons fiscales que vous êtes... Non, parce que c'est une société française, Ah bon, parce que... dont le siège est à Paris. Bon. Eh. Non, parce que vous n'êtes pas domicilié en Belgique en ce moment. Non, j'aurais bien voulu, mais... Parce qu'il paraît que vous recevez du courrier. Vous allez me dire si c'est vrai, puisqu'on va se dire la vérité. Hein. 3 ronds-points de l'Étoile à XL, c'est dans la banlieue de Bruxelles, chez le bourgmestre qui s'appelle Yves de Jong d'Ardois d'Erp, qui est un vicomte. Et il paraît que vous recevez du courrier chez lui. Non, c'est parce que j'ai été député européen pendant Ouais. longtemps, et quand on est député européen, on habite au moins 3 jours par semaine en Belgique. Ah d'accord. Et donc j'habitais là-bas, et c'est ce qui fait que j'ai une adresse belge, et que j'ai un lieu de résidence belge. Mais je ne suis pas résident dans la mesure où pour avoir ce statut, vous le savez, le fisc impose Ah bah, il qu'on faut- ait, oui. qu'on ait plus de 100, je sais plus combien. 260 jours Voilà. par an. Voilà, donc moi, Donc pas, vous pouvez pas pas. compatible. Bon, d'accord. Vous avez des avoirs à l'étranger, parce que tout le monde, là on va être, Ouais, tout le on monde va dit, dire tout, quoi, hein. est-ce que Tapie, C'est bourré. il aurait pas à l'étranger des comptes, machin, Ouais, puis ici... non, non, j'en ai pas, mais Bien sûr. c'est pas seulement j'en ai pas, parce que... Non Bernard, Alors, sérieux. Non, mais sérieusement, ils ont tellement cherché, mais Ouais. tellement, parce que ça leur faisait plaisir. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Vous avez eu plein d'ennuis, et vous avez toujours votre hôtel particulier rue des Saints-Pères. Non, c'est une occupation à la fois partielle et momentanée. Oui, en fait, la famille Tapie a un hôtel particulier. À une maison, voilà. Ça, ça c'est un fantasme terrible. Tu sais, en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que pour arriver à être riche, quand tu pars de que dalle, c'est long. Il y a un temps de réponse très long. Ouais. Mais pour être pauvre, quand on te croit riche, c'est long aussi. Mais c'est dément, tu vois. On te croit, ça dure. Alors, Bernard, Où t'en es là? T'es riche ou t'es pauvre? Ah là, attends, je suis probablement dans un statut fiscal unique au monde. Unique au monde, parce que aujourd'hui, je vais te décrire la situation. Quand je gagne 1000 francs, tu vois, je le dis à la télé... Déjà, je voudrais, avant Attends. qu'il parle pognon, c'est très malin de mettre le pull de l'abbé Pierre. Est-ce que tu parce veux... que- Non, c'est pas Déjà, le on tien. s'est dit, il en a Tu dé- fait. Là, tu es dégueulasse parce que c'est pas l'abbé Pierre du tout. C'est ta sœur Teresa. Alors, tu te souviens pas que on va parler en ancien franc pour Baffie. parlons hein, en parce que- ancien franc. Même pour ma mère aussi. Alors, ouais. 100 sacs. Ouais, Là, tu me suis. 100 sacs. Quand tu gagnes 100 sacs, Ouais. bon, les impôts normaux, ils me prennent 50%, ça fait 50. Comme je suis en liquidation des biens, ils me prennent 30, puisque je donne un tiers à la liquidation. Donc, je gagne 100 francs, j'ai 50 francs qui va au fisc, Papier, et, crayon. et 30 francs, non mais les autres Ouais. suivent. t'en fais Claire, pas. il reste 20 francs. Il reste 20 francs. Bon, bah finalement, tant pis, t'as fait Ouais. le coup. Seulement maintenant, comme les douanes m'ont filé une amende en 95, parce que j'ai été assez con de mettre mon bateau sous pavillon Il français. prend les 20 francs. Attends, non, s'ils prenaient les 20 francs, c'est rien, non, tu vois, c'est vachement mieux. Il faut que tous les Français qui écoutent là, ils se rendent compte qu'on est dans un pays de malades. Quand je gagne 1000 maintenant, les douanes me prennent les 1000. Rajoutez 4 zéros de Bernard. D'abord. Et après, 1000, ça veut dire. je paye 500 Ouais. au fisc et 300 à la Ah liquidation. ouais, d'accord. C'est-à-dire, je suis le seul mec au monde, chaque fois que je gagne un peu d'argent, je dois beaucoup d'argent, puisque, tu vois, c'est Ouais. pas les 20 qui me prennent. Lance un appel. Alors Bernard. attends, non, mais attends, parce qu'à la limite, le cumul des différentes lois fait que tout le monde, à un moment donné, vous en savez quelque chose, peut avoir affaire à eux. Mais ce qui est monstrueux... Il t'a dénoncé, l'enculé. Ah oui, il le sait. Ah, mais Il t'a moi, balancé. Il y a 5 ans, j'ai eu un contrôle. Un contrôle qui s'est fini vachement bien, bon, il connaissait des Bah, mecs... je et tout. connaissais Strauss-Kahn, Voilà. j'ai filé des cassettes porno. Ouais.
Il les a pas regardés. Et il les a pas regardés, il sait même ouais. pas ce qu'il en a fait. Tu connais le Trollscal en même temps, hein. Non, sérieusement. Non, là où c'est pas bien et là où je pense que je vais me fâcher. Et pour de vrai. Attention. C'est que quand mon syndic et mon avocat arrivent et dit aux douanes, mais attendez, c'est une dette de 95, il y a donc l'argent cash là. Tu vois, c'est-à-dire que l'amende, vous pouvez vous faire payer cash. Ça les a pas intéressés. Autrement dit, là, c'est plus dans le sens de l'intérêt du public, puisque l'intérêt du public, c'est de toucher l'argent. Ouais. Et bien, plutôt que de toucher les 5 millions d'amendes cash, ils préfèrent aller m'emmerder sur mes cachets de RTL9 ou Oui, des de cachets vol de au-dessus d'un nid de coucou de comédien. Voilà. Mais alors Très bien. pourquoi? Parce que bon, on vous a saisi effectivement vos salaires de comédien, vos cachets de comédien sur vol au-dessus d'un nid de coucou, vos cachets d'animateur sur RMC. Est-ce que c'est l'histoire du Fosséa? C'est les 6 millions de francs que vous devez pour le... 5, ouais. 5. Ouais. Pourquoi? Parce que vous l'avez mis sous pavillon français au lieu de le mettre sous pavillon panaméen. Non, c'est parce que j'étais assez peu prudent. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que c'est pas de la volonté de s'extraire à l'impôt que les gens mettent leur bateau sous un pavillon étranger. C'est parce que les normes de la marine marchande française sont devenues tellement contraignantes qu'elles sont pratiquement plus applicables. Sur le plan judiciaire, vous en êtes où, Bernard? Parce qu'il y a toujours un procès en cours pour banqueroute et détournement d'actifs qui bloque en fait la procédure, c'est-à-dire votre procédure, vous, d'attaque contre le Crédit Lyonnais. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déclenché une action contre le Crédit Lyonnais. Vous pourrez gagner beaucoup d'argent, non? Parce que oui. c'est sur la vente d'Adidas. Bah, si on gagne, oui. Là, vous êtes de nouveau très très riche. Je vais récupérer ce qu'on m'a pris déjà. Ouais. Ça fait beaucoup d'argent. Ça peut faire beaucoup. Ouais. Et en fait, ce que vous dites, c'est que l'histoire d'Adidas, racontez-nous l'affaire parce que c'est intéressant. Comment vous êtes fait spolier dans cette histoire d'Adidas? Non, mais se faire spolier dans le monde des affaires, il n'y a pas de quoi se faire plaindre. Moi, il m'est arrivé de rouler dans la farine et de me faire rouler dans la farine. C'est une des règles du monde des affaires, à condition qu'on reste dans les règles. Ce qui n'est pas tolérable, c'est quand vous donnez un mandat de vente à un banquier pour vendre un de vos actifs, qui vous prétend l'avoir vendu 2 milliards et qu'en fait le même jour il l'a revendu 4,5, voilà, sans vous ça. le dire, Voilà. on dit ça c'est pas bien, faut pas le faire. Alors si c'est une banque mineure et sans importance, on peut se dire bon c'est des gougnafs, mais dès lors que c'est une grande banque nationalisée avec à la tête des gens importants et compétents, on est en droit de dire c'est un abus de... Ce serait aux États-Unis, la vente est nulle. Ah ouais. Bon, simple. Ça veut dire Alors, si qu'Adidas la vente n'aurait pas était pu nulle être aujourd'hui, vendu, oui. Adidas revient chez moi, ça vaut 35 milliards. Oh là là. C'est bien, hein? Et je vais vous donner un autre chiffre marrant. Ils m'ont vendu les actions d'Adidas, de TF1, 100 millions. Ouais. Elles valent 4 milliards. Oh là là. Donc c'est pour vous dire que j'ai été bien roulé. Et le tribunal, actuellement, depuis 5 ans, cherche à savoir si on va le juger ou si on ne va pas le juger. Ouais. C'est les lenteurs des procédures. Ils ont été plus vite pour me coller en tôle pour un match de football. Hein. Ouais. Fais pas, toi. Putain, dis donc. La promo? Il y en a à qui ça va bien, il y en a à qui ça va moins Vous bien. êtes obligé de le faire, hein, là. Vas-y. Mais toi et puis Bernard aussi. Hein. Ah ouais, vas-y. Bon. T'es pas obligé de faire. Alors, donc, Moi, la pub, c'est pas mon truc. vol au-dessus d'un nid de coucou Ouais, en ça- tournée et RTL9, c'est dimanche, hein, c'est C'est demain, dimanche, là. à 19h20 sur RTL9. Le premier Santoni. invité, c'est qui? Santoni. Voilà, Santoni. tu me demandes. Ah ouais. François Santoni. Bien, alors, et puis attendez, là, hop, attention, il y a l'OM. Ouais, Alors ça là, c'est l'OM, catastrophe. c'est big deal, hein. Putain, là, ça fait mal. Hein. Big deal, hein. Alors là, moi, je crois qu'on est... Bon, vous Ah, savez d'abord, qu'il y a- pardon, d'abord, on va faire un petit flashback. OMVA, pour vous, ça a été le début de la fin, non? C'était le déclic dans votre vie, c'était le début de la fin. Ça a été le prétexte. Le prétexte, voilà. On vous Le a- début, il y a belle lurette. Le Ouais. début, c'est quand je fais 12% aux européennes. Ouais. Après, Ouais. bon, après, Ouais. ça aurait été ça aurait pu être de la cam dans mon coffre, ça aurait pu être Bon, n'importe quoi. donc il y a OMVA, et il y avait Mélic, Ouais. la semaine Mélic, dernière il est ici. génial. Parce Là, qu'on m'a t'en souviens? raconté son livre. J'ai pas eu le temps de le lire. Ouais. Mais il est génial parce qu'il raconte une histoire, apparemment toujours la même, et il a, je crois, fini par y croire. Alors, je vais simplement dire à mon ami Mélic, que j'adore parce que c'est vraiment un mec qui a du cœur et qui est fidèle, que si j'avais été quoi que ce soit, dans la construction de son faux témoignage, j'aurais été un peu inquiété pour faux témoignage ou complicité de faux témoignage. Bien. Alors maintenant, Bernard Tapie, sérieusement, vous êtes juridiquement en mesure de demander une licence de dirigeant de club auprès de la Ligue. Oui, parce Vous que avez le droit en maintenant. plus, je vais même vous en apprendre une qui est passée à côté, mais la Ligue a été condamnée pour me l'avoir retirée et ils n'avaient pas le droit de me la retirer. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quand Faut même pas des le faire juristes. chier, Nana, hein. Et il y a des juristes qui sont allés un peu chercher, voir, et qui se sont pas contentés de l'histoire du sac enterré dans le jardin. Ouais. Et qui fait qu'après, le Conseil d'État a estimé, en confirmant, que je devais avoir le droit d'avoir une licence. Alors, Robert Louis Dreyfus, s'il voulait pas partir, maintenant il partirait là?
Je sais pas, en tout cas, il a dépensé beaucoup d'argent pour peu de 600 résultats. millions. Pour peu de résultats. le pauvre. 600 millions. Vous aviez mis 60 millions. Ouais. Et lui, il a mis 600 Tu millions. l'as dit, c'est les miens. Hein. C'est Ouais. ceux qu'il a gagnés dans Adidas. Donc. Ouais, en même temps. Ouais. Ah, c'est Ouais. quand même- Donc lui, il a mis On est 600 plus millions. généreux avec le pognon des autres. Hein. Lui, il a mis 600 millions et avec ces 600 millions, finalement, il n'est pas arrivé à faire Il a- aussi bien que vous avec 60. Bah oui, bah ouais. Bah ouais, c'est un métier, ça. Ouais. Mais alors, est-ce que vous voulez-vous aider Robert Louis Dreyfus à Robert garder le Louis- club attends, ou le lui, prendre ça pour m'a- vous? Lui, son sort m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le sort de l'OM. Ouais. Et uniquement ça. Mais alors, vous votez à Marseille, Bernard Tapie. Ouais. Mais comment ça, vous êtes domicilié où, là? Non, mais c'est à l'époque où j'étais simplement conseiller régional, conseiller départemental, et donc forcément, j'habitais Marseille. J'étais député des Vous Bouches-du-Rhône. êtes toujours électeur à Marseille. Ouais. Alors, je ne crois pas. votre vie commence par une incertitude, en fait. La première incertitude, c'est sur votre naissance. Dès le début, il y avait déjà des incertitudes avec vous. Ben oui, parce que vous êtes né 7 mois après le mariage de vos parents. Et alors? Ben, il y a deux solutions, si vous voulez. Là, il a une bonne fiche, là. Soit vous êtes... En plus, c'est pas vrai. Ben si. C'est pas vrai? Ah si, il commence à dire... Je ah, suis ben né ouais. le 26 janvier 43, Voilà, et vos parents se sont mariés en juillet, donc ça fait 7 mois. mais pas en 43. Vous êtes né en Ils sont janvier nés 43, vos parents vous ont conçu. Si vous ont conçu en juillet 42, vous êtes né à 7 mois, prématuré. Et je suis né Mais prématuré. s'ils ont fauté avant le mariage... Je voudrais ils ont- dépassionner le débat. Ils ont fait l'amour quel jour? Le lundi 10. Le lundi, c'est voir ta fiche. Tu l'as, ça? Non, Là, mais bon, enfin, bon, Ça va. il est Il sait probable. tout, Mon il père, sait- je le crois tout à fait capable d'avoir séduit maman. Et comme ça fait maintenant 60 ans qu'ils sont mariés ensemble, on peut éventuellement leur pardonner d'avoir fait l'amour avant les d'être 2 mois, mariés. les 2 mois, voilà. Donc, Voilà. moi, ce qui m'intéresse, c'est exactement la formation de votre caractère, comment vous êtes devenu Bernard Tapie. Alors, quand vous êtes né, votre père était au STO en Allemagne. Alors, je dis pour nos amis qui n'ont pas connu ça, c'est le service du travail obligatoire. C'est-à-dire qu'on prenait des Français pour aller travailler en Allemagne. Il y a beaucoup de jeunes communistes, de jeunes ouvriers communistes qui avaient été emmenés en Allemagne au STO, et notamment Georges Marchais, qui était parti travailler chez Messerschmitt. Alors, votre père, Jean Tapie, était ouvrier... Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Donne-moi ta fiche. Non, non. Et moi, je crois que votre problème vient de là. C'est-à-dire que finalement, votre père... Ah non, Tu non, vas voir, attendez, tu vas c'est être pas... scié. Tu vas, écoute-le, tu vas voir. Tu as ton problème. Alors, comment c'est pas Imagine arrivé même pas ton problème. Parce que Tu je vas pense que t'excuser dans 2 minutes. Écoute-le. Tu es gentil, Laurent. Non, je pense que j'ai un problème de Deep, moi. Ah oui, bah, évidemment. Non, mais sérieux? Ah bah, évidemment. Non, parce que, voilà, je vais vous dire pourquoi. Vous le savez d'ailleurs. Votre père, lui, c'est le bon ouvrier communiste, le vrai, quoi. C'est-à-dire le type qui est dur à la tâche, qui veut s'élever socialement, mais à force de travail. Pas du tout. Quoi, pas du tout? Pas du tout. Son Quoi, père pas du était tout C'est un- drag queen mon à père, mi-temps. C'est un bon ouvrier. Mon père, c'est un bon ouvrier, comme il y en a plein. Ouais. Qui Mais honnête, est- sérieux. à l'époque- Oui, non, mais attends. Bon, c'est pas un militant politique, du Ouais. tout. Non, mais je dis pas qu'il est militant politique, je dis que lui, pour lui, le travail, c'est, il veut s'élever dans la hiérarchie Pas sociale, du tout, vous mais avez à rien travers le compris. travail. Il veut travailler pour nourrir ses mômes. Il fait Bien sûr. 70 heures par semaine. Attendez Bernard, quand il va à Attends. l'usine la journée et que le soir il va à l'école Mais c'est des arts et pour- mais c'est métiers, pour nourrir c'est pour sa- s'élever Mais socialement. pas du tout. C'est pour avoir du boulot et nourrir sa famille. Le vrai problème, c'est que votre père, c'est quelqu'un de très rigoureux. Et vous voulez que je vous le dise? Après, vous Oui. me direz si c'est ça. Voilà. Ça n'a rien à voir à ça. Quand vous êtes né dans un milieu, qui soit, peu importe, on ne va pas faire du misérabilisme. Il y a plein de mômes qui sont très malheureux d'être dans le milieu à Bourges, par exemple. C'est quand vous êtes dans un milieu et que l'environnement de ce milieu ne vous plaît pas, Oui. quel que soit le milieu en question, vous vous révoltez d'une manière ou d'une autre. Tout à Il y a fait. plein de mômes qui sont bourrés et qui se foutent dans des mouvements troquistes il y a Tout à 40 fait. ans parce qu'ils supportaient pas Tout leur à milieu. fait. Moi, je ne supporte pas ce milieu parce que c'est un milieu totalement soumis, qui répond à rien et d'aucune manière à toutes les agressions qu'on leur fait. Et à partir du jour où je deviens étudiant, que je vais à Paris, et donc je suis en contact de mômes qui viennent d'ailleurs,
il y a à la fois une révolte de ma part de voir ces injustices, car mon père est intelligent, il est travailleur, il bosse seulement, il a baigné toute sa vie dans un milieu qui lui permet pas de s'élever, Voilà. et cette injustice-là me fait chier. Ben voilà. Ça n'a rien à voir avec un complexe d'Oedipe. Mais rien. non, attendez, votre père, c'était J'ai un quelqu'un vrai- d'assez... j'ai une vraie bagarre Non, sociale. Vous êtes d'une famille... Unie, vraiment Oui, mais sympa. vous êtes d'une famille où on n'est pas très expansif. Votre père est plutôt renfermé, vous êtes plutôt hableur, plutôt expansif, justement. Et vous voyez votre père travailler jour et nuit et finalement être traité plutôt pas très bien. Et vous vous dites, pour réussir, il y a sûrement des raccourcis à prendre. Et ça a été la raison de votre opposition à votre père. Alors, je l'explique la deuxième partie. La première partie, on a compris pourquoi des gosses, pour sortir de leur milieu, font des efforts un peu surhumains. Alors après, il est question effectivement du parcours qui est un parcours chaotique sur lequel de temps en temps il y a une ligne, on franchit, on la franchit pas, ça c'est autre chose. Ça vient de deux phénomènes bien connus. Le premier, c'est que on connaît personne et on connaît pas les règles. Et c'est capital. Moi, je vois mon fils, il fait son site, 3 jours après, il a un avocat, 4 jours après, il a un expert comptable, Bien 5 sûr. jours après. Moi, je connais aucune règle. Aucune règle, mais pas des affaires, aucune règle qui permette à quelqu'un de s'élever dans la société. Donc, je les invente. Et quand vous les inventez, vous êtes en parcours initiatique, vous faites des parcours bons et des parcours mauvais. Il n'y a personne pour vous dire, là c'est bien, là c'est pas bien. Donc vous découvrez au fur et à mesure l'itinéraire que vous devez prendre. On est d'accord, mais le votre deuxième, père... le deuxième, Oui. et qui est aussi une des raisons du handicap, c'est que vous vous apercevez qu'on n'a pas envie que vous changiez de catégorie. Vous êtes bien là où vous Mais êtes. là-dessus, on est d'accord. Alors, Mais je suis d'accord avec vous. Ce que je vous dis simplement, c'est que votre père, lui, il avait une vision assez soumise, effectivement, des choses. Vous vous dites, c'est pas possible. Je vais prendre des raccourcis. Je suis, un non, insoumis. je suis révolté, ça n'a rien Voilà. à voir avec les raccourcis. Mais d'ailleurs, votre Je père- me suis, par exemple, jamais permis, Thierry Ardisson, jamais. Le quart, mais pas le quart, 10%. Vous savez, Thierry, le juge Thierry Henry, je ne sais plus comment il s'appelle, a dit dans un bouquin, Tapi, à côté des grands Arnaud, Pinault, c'est un enfant de cœur. Parce que j'ai pas fait 10%. Bien sûr, parce que vous n'étiez pas du même milieu social au départ, bien sûr. Mais Oui, je vous reproche rien. Non, Non, mais en attendez. plus, le raccourci à cette Je vous mauvaise reproche vertu. pas. Mais le raccourci, c'est qu'il va te mettre un pain, Thierry. Non, donc, je vous reproche rien. Mais Je dis le simplement, raccourci c'est que- laisserait supposer. C'est pour Oui. ça que je veux pas laisser ce mot raccourci. Souris, sois Car le gentil. mot raccourci laisserait supposer qu'on n'hésite pas de franchir les règles pour aller plus vite. C'est pas ça du tout. Oui, vous dites, je ne Voilà. connaissais pas les règles, de toute façon. Ouais, mais je vais Bon, pas d'accord. plus vite. Mais c'est vrai que votre père, lui, il avait une vision plutôt traditionnelle de la réussite, c'est l'accumulation du travail, du temps passé. Et d'ailleurs, vous n'êtes jamais arrivé à l'impressionner, votre père. C'est-à-dire qu'il a toujours été... Votre réussite, il l'a vécu comment? Il l'a vécu comme quelque chose Père, de... mais ça va pas. Il était heureux à chaque fois. Et moi, pour le séduire, j'étais content. J'étais en équipe de France junior de handball. Il venait voir tous les matchs. Je faisais des concerts de violon. Il venait assister aux concerts. Ça, c'est vrai que votre mère vous a mis au violon, ce qui était prémonitoire, oui. C'est pas bien, ça. Quoi? C'est pas Oh, bien. Bernard, un Non, peu c'est d'humour, pas bien. Bernard. Ah Vous bon? profitez que je suis faible et que Mais vous je êtes peux pas faible, me vous? défendre, alors Oh faut là, pas regarde-le. charrier. Oh, Bon, Bernard. alors. Donc je Il est dis, faible. non, je dis qu'il faut pas. Les parents, mes parents, ont eu une vertu, c'est de me donner et de m'apprendre l'essentiel. Et je les en remercie dans la mesure où c'est l'essentiel qui m'a permis de tenir. Attendez, on va c'est- terminer là-dessus, mais pourquoi votre père, quand il a monté sa PME dans les années 60, vous cherchiez du boulot, pourquoi il vous a jamais engagé? C'est bien parce que Mais vous aviez enfin, un problème mon père, avec il faisait- lui. Mais pas du tout, il faisait des camions réfrigérés et il a embauché mon frère. Vous êtes dans ce milieu. Je dis pas que c'est Cosette, hein. Vous avez un appartement au Bourget, Non, non, au c'est premier vraiment, étage. Bon, minable, voilà. vraiment. Je dis simplement qu'à un moment, bah, vous avez décidé de trahir votre classe sociale parce que c'est une façon, mais c'est pas un reproche, c'est une façon Alors, pour vous là, il y a de une vous vraie en question. Il sortir. y a une vraie question, et d'ailleurs elle est posée souvent à ceux qui, comme moi, changent. Est-ce que c'est l'exemplarité de votre réussite qui est positive et qui peut donner envie à d'autres de dire c'est possible, donc on va le faire? Il y a eu le cas. Est-ce que c'est au contraire une manière totalement irréelle et j'allais dire insultante de faire croire à des gens qui sont des imbéciles puisqu'ils ne le font pas? Il y a eu le cas aussi. Donc, comme tous les symboles, et quand vous faites des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, vous êtes symbolique, bah, j'ai eu ma part de bons exemples, et j'ai été positif et utile à certains, et j'ai été une catastrophe pour d'autres. C'est ce qui fait que dans ce pays, il y a des gens qui m'adorent et des gens qui me détestent. Non, ce que je dis simplement, c'est qu'à l'époque, quand vous alliez au bord de la Marne à la fin des vacances avec votre mère et votre frère, c'était... Non mais... C'était Je ne génial. dis pas que vous souffriez. Mais génial, Bien je me entendu. baignais dans la Marne. Je dis simplement qu'à un moment, vous vous dites, c'est bon, la vraie vie, c'est pas ça. Et pour s'en sortir, quand on est dans votre cas, il y a deux solutions. Il y a la boxe ou le rock'n'roll. Et vous avez choisi la chanson. C'est pour ça que vous avez voulu chanter au départ. Pas du tout. Mais il m'a inventé l'histoire. Ouais. Mais c'est pas que c'est mieux, hein, c'est pas mieux. Ma vie, Ouais. elle est pas mieux. Mais c'est pas ça l'itinéraire. Ouais. C'est Vous voulez du pas tout vous ça. sortir de votre classe sociale et vous cherchez pas Non, tous les je veux moyens possibles pour en sortir, je veux sortir. sortir de la soumission. C'est-à-dire quand, j'ose pas vous le dire parce que je vais encore être
un mauvais exemple. Mais je considère que, par exemple, voilà, la manière dont un représentant de la force publique parle à un ouvrier dans sa voiture qui grille un feu rouge m'est insupportable. Et maintenant, il me parle plus de cette façon-là. Et je suis content qu'il me parle plus de cette façon-là. Oui, et j'aurais aimé qu'il parle pas de cette façon-là à mon père, qui disait rien quand on le faisait. On est d'accord là-dessus, Voilà. oui. Votre premier boulot, c'est quoi? J'ai vendu des téléviseurs. Vous avez une idée géniale. C'était génial parce que c'est une époque où il n'y en avait pas. Et donc j'avais convaincu le gars qui était venu pour m'en vendre un que s'il les prêtait avec une antenne pendant quelques jours, il y a de grandes chances qu'ils auraient pu envie de le laisser repartir. Il m'a dit, tu crois? On en a mis 12 dans un camion et 7 minutes après, les 12 étaient placés. Les gens sortaient de la rue, ils disaient, moi j'en veux un aussi, moi j'en veux un aussi. Et puis effectivement, 8 jours après, avec les... Est-ce que c'était pas déjà une façon de piéger le gogo, ça? Ben, je sais pas, s'ils vendent un téléviseur, c'est piégé. Non, mais le laisser pendant 8 jours en disant... Attends, on fait, non, vous disiez pas ça, vous disiez, on est un institut de sondage, on fait des études sur la télévision. Donc on vous laisse le téléviseur pour voir ce que vous pensez des programmes, et au bout d'une semaine, les mecs le voient. Non, mais tu peux pas l'accuser d'être un mauvais vendeur de toute façon. Ah, ça non, mais je l'accuse pas d'être un mauvais vendeur. Attends, Simplement tu connais des vendeurs qui te vendent un truc, qui te disent, regardez l'écran, dans 30 ans j'y suis? Chapeau bas. Quel bilan vous faites de votre vie aujourd'hui, après toutes ces Attends aventures? que ce soit fini, le bilan. Non, mais aujourd'hui, je parle à... Non, mais moi, je sais pas faire un bilan à un moment donné de la vie. Ah parce bon. que à 48 heures près, tu vois, imagine, je gagne mon procès contre le Lyonnais dans 15 jours. Quand on se revoit, je suis pas le même que si je le perds. Ouais. Ah bah, quand on se revoit, vous achetez tout, la France 2, moi, lui, tout le monde. là. Non, j'achète pas, moi. Ouais. Non. Vous achetez plus, là. Non, dis pas de conneries, j'ai jamais... Sérieusement, vous avez pas suivi toujours les conseils de votre père. Et mon père, il n'est pas prétentieux au point de vouloir me donner des conseils dès lors que je quittais le chemin qu'il avait lui-même parcouru. Le conseil, c'est quand même pas abstrait, c'est mon expérience me permet de te dire, attention, fais pas ça. Bon, mon père, dès lors que je quitte la maison, je fais des choses... Votre père, il avait une autre façon que vous de voir les choses. Totalement. Il est discret, il est modeste, il est réfléchi dans tous les sens du terme, il est manuel, il est capable de fabriquer avec ses mains n'importe quoi, moi non. Ouais. On n'est pas pareil. Avant, Serge, je peux avoir la lumière, là? Avant de quitter ce sujet, est-ce que vous dites pas, sérieusement, des fois, sérieusement, quand Oui. peut-être pas maintenant, parce que vous allez bien, ça marche, tout mais va. quand vous étiez en cage, comme vous dites, vous êtes pas dit des fois, j'aurais mieux fait d'écouter mon père avait raison, bien mal acquis ne profite jamais, ce genre de choses qu'on se dit dans ces J'ai jamais eu cas-là. l'impression d'avoir mal acquis. Et vous êtes jamais dit, mon père avait raison? Non. Finalement, sa vie à lui, qui est humble, qui est une vie simple et humble, finalement, j'aurais été plus heureux si j'avais accepté cette vie-là. Non mais attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Il a été très heureux avec maman, Ouais. qui depuis 60 ans est sa femme. On a fêté ensemble son 90e anniversaire. Oui, mais vous Attends, si tu vous peux aviez finir, suivi tu peux ça... finir Oui. Moi, ça fait 28 ans que je suis avec la mienne, Ouais. et je suis aussi heureux que lui avec la sienne, Ouais. malgré le parcours très différent. Ouais. Or, comme mon bonheur conjugal compte autant que lui, et que ma vie professionnelle compte après, et que j'ai pas eu de raté de ce côté-là, je suis très heureux. C'était la question qui tue. Bernard Tapie. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bien, alors maintenant, dans cette émission, le public n'est pas là que pour faire ça. Il peut aussi poser des questions. Qui veut poser des questions à Bernard Tapie? Vous, là. Venez ici. Par hasard. C'est un moyen de rencontrer des filles, en fait. Vous appelez comment? Karine. Karine. Je vais vous poser une question. Ça vous arrive de pleurer pour de vrai? Bien sûr. Genre quand vous êtes allé Évidemment. en prison Évidemment. Et quand je suis allé en prison, je vais vous faire une confidence. Je m'y étais préparé puisque je l'ai su 3 mois à l'avance. Je m'étais vraiment préparé parce qu'on m'avait dit, fais du training, etc. Donc je m'étais aménagé en bas, dans ma cave, un lieu totalement noir, sans fenêtre, sans rien, et j'y faisais des petits morceaux de 3-4 Tu as fait de la heures. préventive chez toi. Et j'étais certain d'arriver à subir l'épreuve sans aucun doute. Et j'avais dit, en partant, j'avais dit, ça va se passer comme une lettre à la poste. Et 2h30 après, c'est-à-dire, tu vois, pas 8 mois après, 2h30 après, quand le fourgon s'est fermé, j'ai vu mon fils qui m'a vu monter, et malheureusement, lui me voyait plus, et moi, à travers les grilles, je voyais mon fils. Et mon fils s'est penché sur son volant, et il s'est mis à pleurer, lui. Et là, j'étais par terre. Donc, je croyais avoir été capable de tenir 8 mois, j'ai tenu 2h30. Merci, Karine. Bah de rien, hein. Incroyable. Et vous appelez comment?
Ah mais oui, Cookie, je la reconnais. Eh oui, c'est Miss T-shirt Cookie, mouillé. il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on la reconnaît au moins. Hein. C'est pour les t-shirts mouillés, c'est mardi. Cookie. Ceci dit, le t-shirt mouillé, il y a longtemps qu'on me l'a faite, celle-là. Venant de toi, je m'attendais à mieux quand même. Oh là, hein, Moi, j'ai pas assisté à la remise de la coupe. Et il y a une vraie Hey, Cookie, complicité. la dernière fois que t'es venu, t'as déclenché une guerre avec Madame de Fontenay. Donc aujourd'hui, Non, non, essaye- justement, Cookie, on là, va pas te je... laisser emmerder par un gâteau non plus, ta question. Justement, je vais essayer de ne pas profiter de votre faiblesse, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous, le grand charmeur, le beau parleur, 3 mois et demi de prison, sans femme. 6 mois, 6 mois. Ah, 6 mois, bon alors, pardon, alors c'est pire, justement. Sans femme, est-ce que c'était pas trop dur? J'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé Canal+. Ah, Ok, merci. merci. La prochaine pub, c'est Canal+, la chaîne des branleurs. Ils y pensent, ils travaillent là-dessus. Bien, alors maintenant, on va faire une interview dans la peau d'un autre. On ne bouge pas pendant le jingle, hein. On va recommencer, là. Didier, renvoie le jingle. Non, parce qu'attendez, je vais dire un truc avant de renvoyer le jingle. Je savais pas. Moi. Vous avez bougé, oui, oui. Il y a une fille qui me dit, elle me dit, est-ce que chez nous, elle m'envoie un email, est-ce que chez nous aussi, on ne doit pas bouger pendant le jingle? Ben, je dis oui, bien sûr. Attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Et alors, il y en a une qui dit, alors il y en a une autre qui s'appelle Cordon qui dit, non, 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 Didier, non, je tiens à dire ça, parce qu'effectivement, d'abord, à la maison, on ne doit pas bouger pendant le jingle, comme ici. Et elle dit, c'est pas possible de baiser pendant tout le monde en parle, parce que toutes les 3 minutes, il faut lever la main pour la promo, ou il faut pas bouger pendant le jingle. Donc effectivement, je sais, c'est compliqué. Il reste des trucs quand même. À baiser le samedi, oui, il reste des trucs, mais La baiser France le samedi entière soir, ne comprend pas pourquoi ça on doit devient pas compliqué. bouger, hein. Donc, on y retourne. Didier. On ne bouge pas pendant le jingle. Et ben voilà. La C'est pas France compliqué. ne comprend pas, un jour il y aura des manifestations, tu verras Thierry. Ouais. Alors on va jouer à un jeu, donc c'est dans la peau d'un autre, c'est une nouvelle interview, donc vous êtes dans la peau de Chirac par exemple. Et je réponds comme il devrait répondre selon moi ou comme je pense qu'il répondrait lui. Vous répondez comme vous pensez qu'il répondrait lui. Hein. Alors si je vous dis par exemple comme Ali Omari, vous êtes expliqué sur la cassette, Jacques Chirac, je vois pas pourquoi on continue à vous embêter. C'est tout à fait vrai. Ouais. Vous pensez que vous êtes expliqué? Ben oui, puisque j'ai dit j'y étais pour rien. Je suis respectueux de la fonction et je suis président de la République, sans connerie. Sur cette cassette, je dis je me suis expliqué. Si vous êtes de nouveau Chirac, je vous dis qu'il y a une rumeur sur votre santé, que vous êtes un peu comme Pompidou à l'époque d'Helsinki, que vous avez un peu grossi parce que vous prenez de la cortisone. Alors, c'est la cortisone ou la bière? Non, vous avez vu, je suis parti en vacances avec ma femme et on a bouffé. Non mais bon, là, non. Ce que je crois moi, c'est qu'il c'est vrai, il a dû se laisser aller, quoi. Ouais. Vous pensez que c'est la picole et la bouffe? Ouais, je crois moi. Bien. Alors, imaginez que vous soyez Jospin. Oui. Hein, et je vous dis que vous avez fait 12 pages dans Gala cette semaine. Et est-ce que c'est si malin que ça, Lionel, de montrer le luxe dans lequel vous vivez à Matignon, même si c'est en noir et blanc? Écoutez, on n'arrête pas de me dire que finalement, je suis très intelligent, pas Chirac. Ouais. Je suis très performant, pas Chirac. Ouais. Je suis travailleur, pas Chirac, et tous les sondages me donnent perdant face à Chirac. Et quand je demande à mes conseillers pourquoi, on me dit parce qu'il dit bonjour à tout le monde, qu'il a une bonne gueule et qu'il sourit. Je dis bon, bah faites-moi sourire. C'est plus facile de faire des photos. Je vous dirais, Lionel, que Chirac il touche le cul des vaches et que vous êtes photographié à Matignon dans un luxe de palace. Attendez, je suis pas au bout. Je commence par ça. D'accord. Mais je vais finir dans le pré des vaches. D'accord, ça va très bien alors. Vous êtes de nouveau Chirac, vous allez tuer comment Jospin avant 2002? Je vais tuer comment Jospin avant 2002, Jacques? Oh la vache, ça va pas être facile. Comment vous allez faire? Je vais lui proposer de prendre Debré comme ministre. Oui. Vous vous en sortez bien, Jacques. Et vous, Lionel, comment vous allez tuer Chirac avant 2002? Je vais demander à ma garde des Sceaux de continuer de ne pas s'occuper des affaires comme elle s'en occupe pas. Et maintenant, j'aurais voulu être un martyr. Voici Bernard Tapie, Pascal Robert.
Agnès Soral, Natacha Amal et Mathilde Pénin. Bonsoir à tous. Énorme ovation pour Bernard Tapie et ses comédiennes. Faut dire que c'est un petit peu comme ça au théâtre tous les soirs. Donc ça vous change pas beaucoup. Alors vous arrivez du théâtre, donc du théâtre de Paris, rue Blanche, où vous interprétez Un beau salaud pour 100 représentations exceptionnelles depuis le 30 janvier. Alors c'est bourré, hein, c'est tous les soirs bourré, les gens se marrent. Ça va durer plus de 100 représentations, non? Bah, apparemment, on est parti pour 100. Maintenant, il est probable que si toutes les conditions sont réunies pour qu'on continue et que tout le monde puisse le faire, on le fera, on verra à ce Donc moment-là. 100 représentations exceptionnelles, c'est du pipeau, quoi. Ouais. Ça commence. C'est pour appâter les gens, mais en fin de compte, peut-être vous allez jouer ça 300 fois. Alors c'est une pièce de Pierre Chénaud, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Ou l'inverse, mais bon. Non, c'est une pièce qui a d'ailleurs été déjà jouée par Jean-Luc Moreau en acteur principal à la place de Bernard Tapie, avec des textes additifs de Bernard Tapie. Vous avez rajouté des petits trucs qu'aucun auteur n'aurait osé dire en fait. Comme je suis un beau salaud, on a ajouté aux qualités de ce beau salaud les miennes, ou en tout cas présumées telles. Ouais. Ce qui fait qu'évidemment je deviens un menteur. Ça hurlait de rire. Il y a un truc génial, c'est quand il arrive sur scène, donc il dit, vous savez, moi, vous me connaissez, je déteste le mensonge. Et là, tout le monde la salle était c'est terrible d'ailleurs. Explosé de rire, ouais. Je sais pas pourquoi. Là, il y a beaucoup d'autodérision et vous avez donc enrichi le personnage du départ, qui est en fait un coureur classique, quoi, un menteur. Mais là, vous en avez fait un personnage plus épais, le Bernard Tapie tel que les médias nous l'ont raconté pendant des années. Non, mais je crois qu'il est de toute façon cynique. Ouais. Et dans cet exercice-là, il est de toute façon menteur. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les 1000 spectateurs qu'il y a, puisque ça en contient à peu près 1100, il y en a forcément qui sont beaucoup plus menteurs que moi sur ce sujet-là, puisque eux trompent leur femme, pas moi. Ouais. Donc c'est ça l'ambiguïté. Je l'adore. Il est génial. Il commence très fort. Depuis 32 ans, je tiens à dire que Bernard Tapie est avec son épouse depuis 32 ans et qu'il ne l'a jamais trompé. Jamais. Malheureusement, Bernard, je crois qu'on a un magnéto. Je te crois pas capable de ça. Oui, c'est une espèce de salaud, dragueur, tchatcheur, mais en fait qui se trouve toujours une bonne excuse, un bon prétexte. Dans la vie, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Hein, il se donne toujours raison, finalement. Vous demandez aux femmes, chaque fois que le mec trompe sa femme, il commence par expliquer pendant des heures pourquoi il le fait. Ouais. Évidemment, c'est à cause d'elle, elle ne le comprend pas, il est malheureux, elle baise mal, enfin, il a toujours 1500 bonnes raisons pour expliquer à la maîtresse qui n'est pas dupe. Voilà pourquoi je trompe pas, sinon je l'aurais jamais trompé. Bien entendu, voilà, c'est ça l'histoire. En tous les cas, vous faites le clown et vous avez l'air d'aimer ça, les gens adorent ça, donc tout va bien. Oui, mais on revient en enfance, c'est ça la vertu de l'acteur. C'est d'être en enfance. Je vous donne un exemple. Pendant les répétitions, on n'a pas nos objets, on n'a pas les et on s'en invente. Alors, si l'objet choisi pour être un revolver, c'est un cendrier, et ben le troisième jour, quand on commence à répéter, où il est mon revolver? Et il s'agit de retrouver le cendrier, qui devient le revolver. Et si jamais on l'a pas, il n'est pas question de le changer par autre chose. Donc cette espèce de faculté de redevenir enfant et de jouer comme on jouait quand on est gosse, quand on est chauffeur d'autocar. Oui, quand on fait semblant d'être mort et qu'on se relève, quoi. Oui, c'est ça. Qui joue au docteur, lui, c'est pareil. Tu te souviens? Tu as joué au docteur? Oui, il faisait des thermomètres, il prenait la température. J'ai fait partie de médecins sans diplôme également. Je suis intéressé à la question. En tous les cas, non, mais à la fin de la pièce, quand je dis que vous prenez du plaisir, mais vraiment, on dirait De Funès, quoi. Vous sautez en l'air, vous faites des grimaces, vous tournez sur vous-même. Enfin, c'est insensé. Écoutez, c'est vraiment venu au fur et à mesure que la pièce le suscitait, car de nature, on a tous une dose de pudeur qui vous empêche de faire un certain nombre de choses. Je peux quand même pas courir avec la valise à la main. En fait, maintenant, je saute au-dessus des tables. J'ai vu. Très beau saut, d'ailleurs. Parce que c'est ça le vrai truc. Très beau saut, très en forme. Alors voilà, donc ce beau salaud change de femme tous les 10 ans. Donc il y a 4 femmes autour de lui. Il y a vous d'abord, Pascal Roberts, qui avait été sa première femme. Inconditionnelle, elle l'aime, elle l'adore, c'est sa maman. C'est sa maman. Sa maman, enfin bon, mais enfin elle l'adore. C'est pas un petit compliment, Thierry, hein, c'est marrant. Hein. Oui. La classe. Non, moi je connais l'âge de Pascal Roberts et franchement, vous êtes super en forme, hein, vraiment, bravo. Hein. Alors voilà, donc vous êtes la première femme, c'est pas. Voilà. Depuis 20 ans, elle est avec vous, chère Agnès Soral, hein. Vous êtes l'épouse officielle, la femme. Voilà, hein, moi je suis l'officielle. L'officielle. Natacha, vous êtes la maîtresse.
dépressive, alcoolique, extraordinaire, très bien gaulée, je dois dire, parce que ce qu'il faut dire dans cette pièce, c'est que quand même un des grands plaisirs de la pièce... Et qui joue à poil. Ah ouais. Natacha, elle est très dévêtue, avec une nuisette pas très longue. Et alors tout le monde fait ça pour voir votre culotte, vous le savez quand même. Il la voit pas parce qu'elle en met pas, alors évidemment ils n'arrivent pas à la voir. À mon avis... Je n'entends rien. C'est une culotte en fourrure. Ah voilà. Intervenir du monde, ça. Mais non, c'est une culotte. Donc Natacha, vous êtes la maîtresse depuis 10 ans, hein. Et puis voilà, le beau salaud, Bernard Tapie, vous quitte pour vous, Mathilde Pénin. Donc vous êtes la petite découverte, la petite nouvelle, comme ça, sur laquelle il est très très chaud. Et quand on vous voit, on comprend. Et il est prêt à partir avec elle en... C'est juste de la promo, calme-toi. Donc ce que je disais, c'est quand la pièce commence, le beau salaud s'apprête à tout plaquer, les trois femmes qui sont là, pour vous, pour partir en Australie avec vous. Le problème, c'est que c'est son anniversaire. Il a 55 ans. Ouais. Voilà, le jour est assez bien choisi, je dois dire. C'est pas le pot, quoi. Ouais, c'est pas de pot. En fait, le vrai truc, c'est que je dois me tirer en douce, mais il y a chez moi ma valise avec tous mes paplats. Voilà. Et donc, je dis à ma fiancée, je lui dis, écoute, tu m'attends, on se retrouve à l'aéroport, je vais chercher la valise. Et évidemment, je donne un coup de fil à ma femme pour lui dire d'aller se coucher, que je peux pas rentrer, et elle m'apprend que c'est l'anniversaire, qu'il y a une grande fête. Voilà. Donc voilà le problème, c'est qu'il va falloir que j'arrive à tirer la valise au moment où il y a une fête géante. Histoire, voilà. Voilà. Et donc, évidemment, problème. Alors là où c'est malin en plus, c'est que chaque génération de femmes dans la salle se retrouve dans une de vous quatre. C'est là où c'est... Sur le plan marketing, c'est béton armé, parce qu'évidemment, tout le monde se reconnaît, les hommes se reconnaissent dans le personnage du beau salaud, sauf vous, en fait, parce que vous, finalement, comme on l'a dit, ça fait 32 ans que vous êtes avec votre épouse et vous ne l'avez jamais trompée. Alors c'est dû à quoi? En revanche, elle... Ah ben ça, on sait pas. Ah mais c'est normal, dans un couple, il y en a toujours pour que ça dure, il faut qu'il y en ait un qui aille s'aérer. Elle a son c'est jardin dû à secret. quoi? C'est dû au fait que... Secret sexuel, Bernard? C'est un secret si on en parle ici. En tout cas, ça peut pas être, l'élément qui m'aurait fait partir. Voilà. Jamais. Je crois qu'il y a d'abord une volonté que ça dure. Parce que chaque couple a des moments de crise, forcément. Oh. Et ces moments de crise, où on les surmonte, c'est-à-dire on dit, bon, allez, on essaie quand même. Ou bien, et c'est tout à fait légitime dans certains cas, de dire, bon, on laisse aller, on vit autre chose. Ensuite, il y a les activités professionnelles qui jouent un grand rôle. Si on a 80% de son temps actif, résolument tourné sur son travail, sur ce que l'on fait, reconnaissez qu'on a moins le temps ni d'y penser ni de le faire. C'est pas très sympa pour votre femme. Vous dites, si j'avais pas tant bossé, j'aurais peut-être trompé. J'aurais peut-être trompé. Si j'avais rien eu à foutre de ma vie, j'aurais eu 10 heures par jour à rien faire, j'aurais fait. Ensuite, il y a aussi quelle est l'évolution dans le temps des deux personnages. Il y a des gens qui évoluent d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, rarement de la même manière. Et là, je crois qu'on a eu à peu près la chance d'évoluer pareil. Génial. Maintenant, Bernard, à l'âge que vous avez, il n'y a plus tellement de raisons que vous la trompiez. Il n'y en a même plus aucune. Est-ce que vous croyez que les femmes ont plus à gagner en étant féminines que féministes? Ça peut être les deux. Oui, je crois que c'est pas incompatible. Ah, moi je dis féminine. Féminine. Je crois qu'on a posé la question à Bernard. Alors moi, je répondrais... Non, franchement, je répondrais, ça dépend de l'heure de la journée. Alors la pièce s'appelle Un beau salaud, vous vous trouvez beau? Parce que salaud, ça c'est fait. Palais, salaud c'est admis. Et beau, il y a le maquillage. Quoi. Le soir, il y a un gros ravalement. Non mais vous êtes pas mal, Bernard, sérieux. Ouais, c'est vrai. J'ai pas un cheveu blanc. Non, il est bien. Ah, vous ne teignez pas les cheveux? Si. Ah bah oui, je l'ai teint. Bah sinon, il serait... Mais ça se voit pas trop, il y a des mecs chez qui ça se voit énorme quand non, parce qu'il y en a trop. C'est-à-dire que là, il y a un moment, quand c'est comme Baki, là, c'est le moment le plus dur. C'est-à-dire que c'est ni blanc ni gris. Ouais. Alors ça, c'est un peu dégueulasse. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Lui, ça lui va bien parce que tout lui va. Non, d'abord c'est gentil, mais tu peux être chauve avant d'être blanc aussi. Oui, mais ça, c'est... Ne te marre pas parce que... Bon. Dites-moi les filles, qu'est-ce qu'il a de plus séduisant en lui, Bernard Tapie? Moi je dirais son naturel. Ah ouais? Moi j'aime ça, il est direct. Il est nature, ouais. Ça pêche. Ouais. Le fait qu'il se laisse pas démonter. Ouais. C'est plutôt une espèce de fragilité qui se voit à certains, qui se décèle à certains moments et où vraiment je trouve qu'il a l'air d'un enfant. Je dirais qu'il a une virilité évidente. Ah. Une virilité évidente. C'est normal, si tu veux, c'est réglé. Elle l'a vu de près, là. Hein. Et à votre avis, qu'est-ce que sa femme a de plus que vous? Dans les tableaux, hein. Elle a peut-être toutes les qualités réunies. Ah.
Je pense que c'est une femme qui doit être assez multiple. Oui. Elle a un Pour côté lui enfant. plaire, oui, sûrement. Pour le retenir, oui, sûrement. Ah, elle a un truc Ouais, des incroyable. fois, j'ai l'impression de voir une gamine. Elle te tient quand même. Voilà. Oui, elle est très féminine, Ah bah oui, elle est très jolie. Ouais. Elle est à la fois. mais ma parole. Elle doit être très intelligente aussi. Peut-être pas non plus. Je pense. Non, ce qu'elle sait faire, c'est elle sait faire que Oula. elle laisse aller, mais voilà quoi. Tout est sous contrôle. Ah ouais, c'est ça. Elle le tient par les couilles, j'ai l'impression. Aussi. Vous pensiez quoi, Pascal, de lui avant de le connaître? Moi, il m'a toujours fasciné par cette espèce de sympathie qu'il dégage. Et je le trouvais formidable. Il dit quelque chose, on y croit. Et ça, je trouve ça formidable. Oui. C'est le problème. C'est lui. Agnès, alors, pensiez quoi avant de le connaître? Je l'avais rencontré sur le Lelouch. Ah oui. Et donc je le connaissais d'avant et je l'avais vu. Bon, il me faisait rêver à l'époque. Je sais pas, la manière dont il a été porté comme ça au sommet. Je me disais, c'est bien, ça fait rêver. Donc vous aviez un bon a priori avant de le rencontrer. Ah oui. Vous aussi, Natacha? Excellent, parce que j'avais gardé de lui certaines images d'émissions dans lesquelles il avait brillé par le passé, comme par exemple le débat Le Pen, avec Le Pen. Alors ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Mathilde, vous pensiez quoi de Tapi avant de le rencontrer? Je pensais que c'était quelqu'un qui savait tout faire. C'est ce qu'on a comme image et pour l'instant, c'est ce que je pense toujours. Et comme comédien, il a des progrès à faire comme comédien, vous trouvez? C'est affreux comme truc. On est en train de... C'est un procès, les enfants. Non, hein. j'essaie de vous faire fâcher, mais apparemment, j'y arriverai pas. Mais c'est drôle, c'est drôle, ça mérite de drôle. Mais enfin, c'est quand même horrible. Vous nous demandez de taper sur le... Tout à l'heure, on était dans la loge. Agnès m'a donné une indication en me disant tiens, à ce moment-là, fais plutôt ça. Je vais le faire. Non, mais c'est vrai. Parce que on se voit pas. Mais ce qu'on entend, c'est la réaction des gens. Et là, on voit bien. Moi, il y avait un truc que je voulais pas faire. Voilà. Vous donner une idée. Il y avait un moment où je servais un alcool à une psychanalyste qui est là, qui est là. Raconte pas. Non. Je raconte pas le coup. Non, ma parole. Mais je dis simplement que ce moment-là, il me faisait pas marrer et j'étais gêné de le faire. Vous vous souvenez? Vraiment, à chaque fois. En fait, t'étais gêné de faire rire. J'étais gêné de faire ça. J'étais gêné de faire ça. Je me régale maintenant, parce que vous l'avez vu, c'est à mourir. Vous en faites un maximum, mais c'est drôle. Et c'est à mourir. Et les gens le réclament, donc on leur donne. Ça donne pas envie d'y aller. Ah oui. T'as peur de rigoler, t'as peur d'être heureux, ma fille. Non, il a donné du bonheur pendant des mois et des Oui, mais on mois. parle pas de la vie privée. Je parle de ton spectacle. Quand tu sors en soirée, tu emmènes ton public qui applaudit à chaque vanne ou pas? Sont à moi. J'appelle ça des serres. Je vous demande de vous arrêter. Donc quand on l'invite à dîner, il faut faire à manger. Voilà. Il y en a qui bouffent, hein. Finalement, cette pièce était faite pour vous parce que j'ai retrouvé une déclaration de vous. Oui, 73. Non, j'ai retrouvé une déclaration de vous lors du procès OM Valenciennes. Et vous avez déclaré « J'ai menti, mais c'était de bonne foi ». Oui. Et bien là, c'est ça dans la pièce, non? Si vous me demandez l'heure, et je vous dis il est 16h, si Baffy vous demande l'heure et que vous lui dites 16h, alors qu'il était 17h, vous avez menti de bonne foi. Ah, c'est ça, mentir de bonne foi. Bah oui. C'est-à-dire, vous dites quelque chose qui est une erreur ou est une fausse information, vous la dites de bonne foi. Alors que là, dans ce qu'on joue, je suis de mauvaise foi et je dis une information fausse en sachant qu'elle est fausse. Voilà la différence. Voilà, c'est du théâtre, c'est plus la vraie vie. C'est voilà. C'est la comédie. C'est ça qui est chouette. C'est très chouette. Alors on veut bien croire. Ça sera coupé au montage. on veut bien croire que vous n'ayez jamais menti à votre femme, mais vous avez menti à d'autres gens dans votre vie. Quelle est la plus belle promesse que vous ayez faite, par exemple, à vos parents, sans l'avoir tenue? J'ai pas menti à mes parents.
Ouais. C'est pas par vertu, Ouais. c'est parce que ça s'est pas présenté et que j'avais rien Ouais. à leur Vous dire. n'avez pas eu l'occasion, quoi. Bah voilà. Sinon, tu l'aurais fait. Ben oui. Alors, Mais Bernard. je sais bien, quand je parle à des gens, j'ai l'impression d'être le seul menteur du monde. Ouais. Sous-entendu, vous mentez pas, tu Ouais. mens pas, personne ne ment. Ça, ce sera coupé au montage. Oui, oui. Bon, Bernard. ça veut dire mentir. Bernard, quelle est la plus belle promesse que vous ayez faite aux Français quand vous étiez ministre sans l'avoir tenue? Je vais vous dire d'abord celle que j'ai faite et que j'ai tenue. Parce que celle-là, on m'en a jamais tenu rigueur et je suis content que Natacha ait été marquée par ce débat. J'avais dit à cette occasion-là, quand je suis rentré en politique, je mettrais Le Pen à moins de 10%. Et la seule élection nationale à laquelle j'ai participé, c'était les élections européennes où Le Pen a fait 9,8. Et moi, j'ai fait 13 quelques. Donc, je suis content d'avoir tenu cet engagement-là et celui-là, il valait quelque chose. Tiens. Les engagements, merci. Carte de bon client. Bravo. Vous revenez quand vous voulez, Bernard. Alors, les engagements que je n'ai pas tenus, c'est tout ce que j'ai promis en tant que ministre. Pour une raison simple, c'est que le temps de réaction de ce que l'on dit par rapport à l'action, c'est au moins 3 ans. J'ai été ministre 1 an. Donc voilà. Donc là, voilà. Là, il n'y a rien de tenu. Rien de tenu. Alors, les promesses que vous n'avez pas tenues vis-à-vis de vos employés? Aucune, parce que les employés devenaient les employés définitifs que lorsque le ménage avait malheureusement été fait. Tu peux me rendre ma carte Mais non, mais attends, vous découvrez aujourd'hui les horreurs des licenciements. Sous-entendu, il y a des gens qui, quand ils se trouvent dans une structure qui ne marche pas, peuvent licencier au nom de l'impératif besoin de sauver l'entreprise. Et il y en a d'autres pour qui c'est des bouchers, charcutiers. Chaque fois qu'ils licenciaient quelqu'un, c'était presque un bonheur ou un plaisir de le faire. Alors, moi, je ne sais pas faire. Je vais vous donner 2 exemples pour être concret. Vous voyez, je ne fuis pas cette question. Quand je reprends Adidas perd à peu près 2 milliards par an. Le concurrent principal, c'est Nike, qui gagne 2 milliards par an. Pourquoi? Ils sont plus intelligents, ils sont beaucoup. Nike travaille avec 7000 employés, tous des enfants chinois ou taïwanais, tous. Nous, on travaille avec 12 000 employés, tous européens. Point. C'est plus cher. Alors, 2 hypothèses, vous laissez comme ça et Adidas est mort, c'est possible. Ou vous avez la charge de la redresser et vous la redressez en faisant ce qui a été fait, c'est-à-dire des fermetures d'usines qui ont coûté 4 ou 5 000 emplois sur 12 000. Mais je peux comprendre, moi, que les 4 000 qui ont perdu leur boulot sur les 12 000 à cause de moi considèrent que je suis le roi des enfoirés. Parce que quand eux, vous leur expliquez que c'est pour sauver l'entreprise, ils s'en foutent, ils ont perdu leur boulot. Pour certains, ils n'en retrouvent pas avant 3-4 ans. Mais c'est comme ça, je veux dire que c'est un métier qui est horrible. J'aurais préféré rester toute ma vie artiste. Malheureusement, j'ai pas eu l'intelligence de dire oui à Lelouch quand j'avais 25 ans. C'est vrai. Il m'a dit même qu'il franchement, je regrette. Il m'en a parlé hier. Je vous assure, vraiment, je regrette. D'Aldo Machion à l'époque. Oui, non mais c'est Dans vrai. l'aventure, c'est Et je l'aventure. regrette parce que je trouve dans ce métier tout ce que j'aime. Il n'y a rien de ce que je n'aime pas. Donc vous regrettez de ne pas avoir commencé plus tôt à être comédien? Ah oui, alors vraiment, j'aurais pas affronté toutes ces merdes. En même temps, Tu me la laisses la carte quand même. Bien. Vraiment. Alors, quelle est la promesse que vous aviez faite à un juge et que vous n'avez pas tenue? Eux, ils n'ont pas eu besoin de promesses. Hein. Ils m'ont largement traité. Aux supporters de l'OM, quelle est la promesse que vous leur avez faite et que vous n'avez pas tenue? De gagner la Coupe d'Europe, on l'a gagnée. Mais il y en a bien que vous n'avez pas tenu quand même. Laquelle? Je sais pas, je vous demande. Non. Et à Mitterrand, il y a des promesses que vous lui avez faites et que vous n'avez pas tenues? Pauvre malheureux, Non. Non, je sais pas, je me renseigne. Non, en fait, vous non. tenez vachement vos promesses, Bernard Tapie, non? Oui. Mine de rien. Bah oui. Mais pourquoi mine de rien? Non, je sais pas, non, je... Pourquoi mine de rien? Bon, c'est pas mine de rien, c'est oui. Mais il me débecte. Ah oui. Vous êtes vraiment un mec incroyable. Vous avez été chanteur, d'abord. Hein. Non, mais non, j'ai chanté à l'époque où j'étais étudiant. Oui. Donc j'étais pas chanteur. J'ai retrouvé les paroles de la chanson. C'était déjà quand même, il y a toute une philosophie qui était contenue dans cette chanson. Un tapis T-A-P-Y. Voilà, les mais paroles, attendez, les vous paroles êtes de la pas- chanson, c'est extraordinaire. Mais peu importe mes paroles, souvent je dis n'importe quoi. Si mes idées sont un peu folles, vrai ou faux, ne t'en fais pas. C'est bien. Oui, c'est toute une philosophie déjà. Non, mais attends, c'est là. pas. S'il en a fallait. Tout est dit, c'est 1966. Attends. Oui, mais enfin, Laurent. s'il fallait avoir la philosophie des paroles des chansons qui sont interprétées par tout le monde, bah, excuse-moi, je peux t'en donner une autre, réussir sa vie. Ah oui, c'était très bien réussir sa vie. Ah oui. C'était le contraire de réussir dans la vie. Ouais. Tu vois, donc on peut tirer une phrase de tout un palmarès pour démontrer qu'un mec est ceci ou cela. Alors vous avez été chanteur, donc homme d'affaires. Homme d'affaires, oui. Bernard. Est-ce que c'est vrai, Bernard Tapie, qu'avec toutes les entreprises que vous avez rachetées pour 1 franc symbolique, vous auriez pu vous payer un paquet de clopes?
Non, mais le franc symbolique, c'est pareil, c'est une image délirante. Personne vous donne son entreprise pour un franc. Si? Vous croyez qu'il y a des mecs assez cons? On arrivait, nous, avec des fusils mitrailleurs, on les mettait sur la tête, on disait, bon, tu me donnes ta boîte pour un franc. Donc c'est qu'il y avait peut-être autour un certain nombre de choses. Donc ils vendaient un franc, mais ils vendaient les dettes avec. Ils vendaient les dettes. Hein, voilà. Alors de tous les boulots que vous avez fait, c'est lequel qui rapporte le plus? En argent? Ouais. Évidemment, chef d'entreprise quand ça marche. Évidemment. Aujourd'hui, ça va financièrement parce que vos dettes sont gelées très dur. par le fisc tant qu'il n'y a pas eu le procès. Jusqu'au 18 mars, vous êtes tranquille. Ouais. Hein? Le 18 mars, c'est énorme. Hein. On va voir. La fête. Ouais. On va voir. Et il peut toucher un gros paquet là, Bernard. Il va tout récupérer. Sois gentil. 1 milliard d'euros. Il va être trop blindé. Nanar, 1 milliard d'euros. Vraiment, ça vous emmerde que je récupère. Hein. Non, pas du tout. Alors, non, Bernard, pas du tout. Et franchement, ne mettons pas ça dans le sujet. Et tu vas racheter le bateau à l'autre qui donne même pas à Clowns sans frontières. Arrête. Et quand tu vas récupérer les sous, tu feras un chèque à Clowns sans frontières. Si j'ai beaucoup d'argent et que j'en ai à perdre, je demanderai à Bafi de faire un film. Voilà. Oh ouais, ça va. Oh, mais moi aussi je peux payer, hein. Attendez. Là, tu tombes Attendez, mal on va faire des offres. Tous les gens qui sont là ont vu mon film, donc ça tombe à faire. C'est eux qui l'ont vu. Alors, il y a plus 7 sur 7. Bernard, vous nous manquez beaucoup, parce que moi j'aimais bien quand il y avait Anne Sinclair, avec le pull en mohair Annie Blatt, le gros Mont Blanc, et que vous alliez la voir le dimanche soir. C'était un vrai bonheur pour moi. Il y avait vous, il y avait Bruel. C'était sympathique, 7 sur 7. Le seul qui lui a dit des choses pas gentilles, c'était moi quand même. Elle m'avait un peu taquiné, et je l'avais un peu taquiné sur sa montre Cartier. Ah oui, j'ai oublié la montre Cartier. J'avais le Mont Blanc, le pull Annie Blatt, j'ai oublié la montre Cartier. Oui. Alors, dites-moi, là, sérieusement, on a envie d'avoir... Non, Bernard, on a envie d'avoir votre avis sur ce qui se passe. L'histoire de Juppé, par exemple, vous en pensez quoi, là? Juppé qui se fait condamner par les juges, et puis le président de la République qui dit que c'est un type formidable. C'est pas la première fois qu'il le dit. Les magistrats sont maintenant vraiment devenus indépendants. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Et par conséquent, tous les éléments qui leur donnent l'impression qu'on leur force la main, ou qu'on veut les pousser dans un système qui dépasse le cadre précis de la loi, ils deviennent féroces. Moi-même, je l'ai payé pour avoir fait le con comme ça, en pensant aussi qu'on pouvait faire le malin, ou... Ça sert à rien, vraiment. Et l'affaire dans l'affaire, c'est les magistrats qui ont subi des menaces, qui ont eu leur bureau visité. Vous pensez que c'est possible, ça, vous? Non. Non. Génial. Ah non. Mais je l'adore, parce qu'il te dit non, les yeux dans les yeux. Je me suis dit, mais... Vous y croyez-vous? Moi, je vous dis que j'y crois pas. Je sais pas, non, pourquoi pas? Attends, mais qui a eu des gens qui essaient de tirer le jugement avant le jugement? Ça, c'est plutôt dans votre boulot qu'il faut trouver les gens capables de faire ça que dans les milieux politiques. Dans les milieux politiques, ça va rien changer. Ils prennent le jugement, ils savent qu'il existe et qu'il est bon. Donc c'est pas ça. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de truc, mais ça peut pas être le fait des gens concernés directement par ce procès. Ça, c'est sûr. Et vous trompez pas. Si les politiques aujourd'hui bourrent là-dessus pour dire on veut savoir ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont pas coupables. Vous voyez arriver le loup. C'est pour arriver à dire la décision, elle n'a pas été prise sereinement. Vous avez compris pourquoi ils foncent tous là-dessus. C'est dommage que vous fassiez pas un petit peu de commentaires politiques de temps en temps comme ça à la télévision. Oui, juste histoire de rigoler. Non, parce que vous connaissez bien les trucs, vous bah connaissez oui, bien le dessous des cartes. Ah bah oui, un peu. Dites-moi alors, Le Pen en PACA? Non. J'y croyais pas une seconde? Non. Ah ouais. Vous pensez que c'est encore un épouvantail qu'on nous agite pour faire voter UMP comme la dernière fois? Non, je pense que c'est un vrai danger. Attends, et puis alors, je vous signale que toute attitude qui consisterait à dire non, donc on fait rien, ce serait criminel. Mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Et je pense que Muselier va le battre. Ah oui. C'est marrant d'ailleurs parce que vous êtes plus pote avec Muselier qui est UMP, enfin RPR avant, qu'avec Vauzel qui est socialiste. Parce que j'ai fait beaucoup à Vauzel qui lui m'a beaucoup fait chier, alors que j'ai rien fait à Muselier qui a été sympa avec moi. Et voilà, à quoi ça tient? Donc voilà, moi je m'en fous, le reste ça n'a pas d'intérêt. Il est comme ça Vauzel, hein, il est comme ça. Oui, il est un peu comme ça. Tu peux compter sur lui quand tu as besoin de rien. Voilà. Alors que Muselier est tout sympa. Vous devez bien vous marrer au bistrot avec lui, non? On se marre bien. Il est génial. Alors Sarkozy, président? En tout cas, c'est quand même pas une hypothèse dénuée de tout fondement. Apparemment, quand on voit les sondages, ça a l'air d'être bien parti pour lui. Enfin, j'ai l'impression. Moi, vous craignez, vous, Sarkozy? Moi, je suis pas de ce bord-là, donc je regarde ça avec... mais enfin, d'après ce que je vois, il y a des sondages qui ont l'air de le placer très largement devant tout le monde.
Vous le craignez, Sarkozy? Vous avez peur qu'une fois au pouvoir, il devienne un petit peu trop autoritaire? Il n'y a personne qui peut devenir trop autoritaire dans ce pays qui est ingérable. Ouais. Hein? Ah oui. Eh bien oui, on veut tout changer toujours, mais dès que vous bougez un truc, tout le monde gueule. Donc vous pouvez faire le malin, il n'y a rien, pas rien changer. Donc finalement, c'est assez bien comme théorie. Personne ne peut être autoritaire en fait. Ben, un peu comme ça, mais bon, pas longtemps. C'est comme avec les gosses de maintenant, vous voulez dire quoi. Il n'y a plus de papa et de maman autoritaires. Il y en a, mais bon, ceux-là, ils sont vite démis par le juge du coin. D'accord. On te prend la garde de tes enfants. Bien. Alors dites-moi, alors on va terminer sur votre âge, parce que dans la pièce, vous nous racontez pendant toute la soirée. 61. Ben oui. Je suis né en 43. Ben, pas mal bien. conservé. Non, mais vous avez quoi pour rester conservé comme ça? Vous avez une belle, vous avez une belle peau, vous n'avez pas de rides. Je fais du rides. sport comme un fou, je fume pas, je bois pas. Ça serait dommage. Ah oui, vous buvez pas, vous fumez pas. Je ne bois pas une goutte d'alcool et je fume pas de cigarette. Et je fais un tout petit peu l'amour. Ah ouais. Ça fatigue de faire l'amour, ça fait vieillir prématurément. Bah, tu dois le savoir. Hein? J'accueille Bernard Tapie. Ça va? Très en forme Bernard là, hein? Juvénile. Vous avez un secret quand même. T'as pas un pote autour de France qui te file des trucs? De toute façon, puisque c'est un secret, je ne vais pas vous le dire. Un jour, je vous le dirai. Je sortirai des produits, un truc. Ah oui. Et puis, je vous dirai, si vous voulez les mêmes, c'est cher. Ah. Bernard Tapie va se recycler dans l'anti-âge, c'est ça? Voilà. Ouais. En tout cas, ça marche. Hein. Ouais, 75, regarde. Putain, 75 ans, là. Bravo. Bon alors, Bernard, d'abord, merci d'être là. Vous n'avez rien à vendre. Non. Et vous êtes là par solidarité pour Tout le monde en parle, parce que c'est l'avant-dernière émission. Exactement. Il n'a rien à vendre, hein. Non, mais Il a quand même demandé 30 000 € en liquide dans sa loge. Je signale que personne ne me les a donnés. Ils sont dans le jardin? Non, mais c'est vrai, franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une émission qui va manquer beaucoup. Et donc, je suis content de venir avec vous à l'occasion d'un de ces derniers rendez-vous. Voilà, merci. Alors bien sûr, on va parler politique, mais on va commencer avec le foot, avec le mondial, avec les Bleus. Alors Bernard, vous expliquez comment cette métamorphose des Bleus dans le match contre l'Espagne? Il y a plein de raisons, mais on va essayer de sortir les essentiels. La première, et la plus importante, c'est le changement total de psychologie et de motivation. Quand on rencontre le Togo, la Corée, même la Suisse, les Français ont beau se dire, et ils se le disent, il faut gagner, on va mettre tout notre cœur, on va mettre toute notre énergie, ils font appel à ce qu'on appelle la motivation volontaire, celle qui dépend de sa volonté. Quand tu rencontres l'Espagne, et qu'il s'agit de passer un cap et surtout de remettre des pendules à l'heure, là, tu fais appel à la motivation inconsciente, celle qui te fait courir le 100 mètres parce que ton gosse se noie. La vraie différence, c'est ça, c'est que là, ils font appel à des ressources que seule la volonté ne peut pas te donner. Or, quand on sait qu'un être humain utilise à peine la moitié de ses potentialités, sur un match comme ça, tu obtiens des trucs. Bon, alors ensuite, l'Espagne, eux, ont vécu le contraire. On leur a mis la tête comme ça, c'est les futurs champions du monde, ce qui fait que malgré l'ouverture du score, qu'aurait pu leur permettre de temporiser un peu, de jouer les malins, de rester derrière, et vas-y, on continue, et ils nous ont donné des boulevards derrière que les Français ont bien su exploiter. C'est énorme. Voilà, c'est énorme parce que on a vu ce que ça a généré chez les gens, c'est inimaginable. C'est une belle démonstration de ce que les gens sont capables de faire lorsqu'on leur offre un événement qui les rend jubilatoires. Les gens ont envie de vibrer en tous les cas. Les Français sont versatiles. Incroyable, je ne sais pas si tu as vu dans les rues, partout. C'était un bonheur exprimé sans limite. Et qu'on ne voit pas dans d'autres formes d'existence, parce que le sport, et en particulier le football. Moi, je vois jamais des gens qui ne se connaissent pas dans la rue, qui s'embrassent, etc. Ah, c'est la grande communion. Il y a certains quartiers où... C'est des boîtes privées, oui.
Bernard, cette émission est enregistrée exceptionnellement avant France-Brésil. Ouais, parce qu'on est jeudi soir. Bah voilà, donc tu vas me donner un pronostic. Et le match vient de finir. Ouais, c'est horrible. Objectivement, je ne peux Tu joues ta réputation, Bernard. Non, parce que je ne peux que te dire, voilà ce qui va se passer. Ouais. Sûrement. Ouais. Et te dire, je souhaite tellement, j'ai tellement envie qu'on gagne, que je te fais pas de pronostic, je te fais que mon souhait. Ouais. Mais j'ai vraiment la trouille. Ah ouais. J'ai vraiment peur parce que, réellement, sur le papier, autant il n'y a pas une autre équipe, franchement, il n'y a pas une autre équipe qui nous est supérieure. Je dis bien sur le papier. Sur le papier, le Brésil nous est supérieur. Alors maintenant, est-ce que cette espèce de confiance qu'on vient de prendre, cette espèce de volonté de ne rien avoir à perdre, parce que maintenant ils ont fait l'essentiel, on est en quart de finale contre le Brésil, celui qui gagne là, ça dur à battre. Le fait que l'arbitre soit espagnol? Connerie pour nous. Ah ouais. Difficile. Difficile. Forcément. Il va se venger. Les Espagnols, ils nous mettent un arbitre espagnol. Et moi, je pense qu'il y aura forcément à dire sur l'arbitrage. Malheureusement. Toi, c'est quoi qu'on entend là? Un merle, parce que c'est le coucher du soleil. C'est quoi? Thierry, c'est un oiseau derrière, je te dis un merle. Mais c'est génial. Il chante à la tombée du jour, ça C'est s'appelle la le nature. Renard qui fait le merle. Non, je te jure que non. Tu ne connais pas les saisons, la nature, tout ça, tu connais pas? C'est un quoi? merle. Ouais. Il y a un merle. Ben non, c'est un con. J'en ai un dans mon jardin, il siffle du Jeanne Moreau. Il fait. Je te dis, il fait. Tous les jours. Et moi, je finis là, 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 là. On est devenus potes. Alors, vous pensez quoi des condamnations dans le procès des comptes de l'OM, Bernard Tapie? Et je pense la même chose que quand elles s'adressaient à moi. Elles ont strictement aucun sens. Tu peux pas condamner Robert Louis Dreyfus pour abus de biens social dans son club dans lequel il a mis 130 millions d'euros. Ben, je veux dire, faut être un peu schizophrène. Tu peux l'accuser de plein de choses, éventuellement. D'avoir fait des contrats bidons, d'avoir arnaqué l'URSSAF, que les joueurs aient triché sur les impôts. Je suppose qu'il doit y avoir dans le dossier des choses. Mais ils l'ont pas retenu là-dessus. Donc ça veut dire qu'il était coupable de rien d'autre que ça. Et là, c'est du délire. On ne peut pas reprocher à un mec d'avoir été... puisque le délit d'abus de biens, c'est d'avoir porté tort à son entreprise, en gros. En gros. Hein? Tu portes tort à ton entreprise quand tu mets 150 millions d'euros dans les caisses, c'est un drôle de maso quand même. Donc ça tient pas debout. Alors ensuite, si on veut parler des systèmes qui tournent autour du foot, en France, je parle, tous les clubs ont recours aux mêmes arnaques qui consistent à pouvoir faire des salaires concurrentiels avec les étrangers qui payent moins d'impôts. Voilà, tout le problème est là. Quand un joueur est sur le point de venir en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en France, il choisit un autre pays que le nôtre parce qu'il est plus taxé. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, ça va vous intéresser, hein, on parlait tout à l'heure des pronostics. Eh bien, je vais vous dire pourquoi la France est devenue un petit pays de football. L'Angleterre, tous les joueurs de l'équipe anglaise jouent en Angleterre. L'équipe d'Italie, sauf Beckham. L'Italie, tous les joueurs de l'équipe italienne jouent en Italie. L'Espagne, tous les joueurs d'Espagne jouent en Espagne. Les Allemands, tous les joueurs allemands jouent en Allemagne. Les Français, 3 joueurs français jouent en France. Voilà. On a rejoint le peloton des pays sous-développés. C'est-à-dire qu'à cause des impôts, ils sont obligés d'aller jouer ailleurs. Globalement, c'est pas que ça. C'est globalement, c'est les impôts, c'est les contrôles, c'est l'URSSAF. C'est un pays qui devient un pays tellement pressurisé que les gens ont envie d'aller ailleurs. Et ce qui se passe dans le football, ne vous faites pas d'illusions. C'est comme ça pour les artistes qui peuvent partir ailleurs, c'est comme ça pour tous les autres sportifs de haut niveau, c'est comme ça pour les grands chercheurs, c'est comme ça pour les grands ingénieurs, et ça va finir par être comme ça pour tout le monde. Il n'y aura plus personne, peut-être. Ben, il y aura ceux qui veulent attendre des autres leur salut personnel. Mais est-ce que cette crise de confiance envers l'équipe de France, finalement, ne traduit pas, ne reflète pas une crise de confiance du pays en lui-même? Les Français sont très bizarres, parce que il y a un sondage sur la croyance, le bonheur, etc., qui m'a vachement épaté. C'est ça dans Challenge début de l'année. Question, êtes-vous plutôt heureux, plutôt malheureux? 82% des gens, plutôt heureux. 82. Deuxième question, pensez-vous que les Français sont plutôt heureux, malheureux? Ils pensent que 82% des Français sont malheureux. C'est dément. Tu vois, on est en schizophrénie totale. Ça veut dire que toutes les nouvelles, toutes les infos qui sont ce qu'elles sont, on ne va pas reprocher aux journaux télévisés de dire qu'il y a tant de morts par le sida, qu'il y a le tsunami, etc. N'empêche que leur impression à eux, c'est de vivre
au milieu d'une tempête incroyable, vrai, oui, oui. qui fait que tout le monde doit être dans une mer de noir, Ouais. tout le monde doit souffrir, et pas nous. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, c'est un des gros problèmes qui rend ce pays très compliqué à gérer. C'est pour ça que c'est un pays où il y a un taux de suicide très important. C'est le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde, la France, vous savez ça, hein? Ouais. C'est vrai qu'au moment des 30 Glorieuses, on a eu un modèle social très développé, qui était vraiment bien installé, qui était basé sur le partage, sur le fait que tout le monde doit profiter, au moins en ce qui concerne l'éducation, la santé, la justice, des progrès qui sont faits. Et puis ils ont pris pour beaucoup l'habitude d'être un peu sponsorisés, un peu assistés. Et quand ils se sentent plus dans cette situation de sécurité, beaucoup perdent les pédales. On est aussi un des pays où le divorce fait le plus de ravages et crée des situations dramatiques. Quand un couple sans moyens divorce, il y a des mecs qui couchent dans la bagnole parce qu'ils ont de quoi payer un appartement, pas deux. Évidemment, heureusement, on laisse la femme dans l'appartement avec les enfants et le mec, il a plus un rond, il est dehors. Donc en dehors de la souffrance affective, il y a une souffrance matérielle terrible. Mais il y avait un sondage dans le Nouvel Observateur dont on parlait ici la semaine dernière déjà, moi qui m'étonne complètement, c'est êtes-vous favorable ou non à l'économie de marché? Alors en Chine, c'est 74% des Chinois sont favorables à l'économie de marché. Aux États-Unis, c'est 71%. Dans les grands pays européens, c'est 65-66%. Et en France, c'est 34%. Alors est-ce que la France est très en avance? C'est-à-dire elle a compris que le capitalisme, c'était pas bien, et elle est post-capitaliste, ou au contraire, elle est très en retard, parce qu'il y a un problème là. Non, mais d'abord, il est possible qu'il existe un système beaucoup plus efficace, plus généreux, et qui rend les gens plus heureux, mais on ne le connaît pas. Puisque pour l'instant, on a mis en opposition le marxisme, qui a généré un socialisme, puis une social-démocratie, et puis la loi du marché. Bon. Encore une fois, la loi du marché, pour les gens, c'est l'abandon d'une certaine sécurité et d'une certaine protection. C'est un peu la jungle. Comme on est le pays le plus protégé, forcément, les Français sont les plus opposés à la loi du marché. Ensuite, il y a l'interprétation qu'on se fait dans le mot la loi du marché. Pour beaucoup, la loi du marché, c'est la loi de la jungle. Et il faut reconnaître que, par certains égards, c'est un peu vrai. Alors, est-ce que le Français est plus malin, plus impertinent, plus rigoureux pour exiger davantage? C'est un peu tout ça. Maintenant, il faut que ces Français-là se disent que s'il existe une autre technique, une autre méthode, c'est pas la France qui pourra l'imposer seule, parce qu'elle fait 2% du monde, la France. Donc, dans un monde qui est entièrement soumis à la loi du marché, on est obligé de l'adopter. C'est du baratin. Alors, on a des mecs, j'entends Besancenot, j'entends tous ces gens. C'est bien, c'est rafraîchissant de les entendre dénoncer. Mais ils font quoi? Ils font que dalle. La France, c'est un peu le village d'Astérix aujourd'hui, non? Vous n'avez pas cette impression? Oui, vous avez vu, le mec, il a dit les patrons, il faut tous les virer. On les remplacera. Bon, par quoi? Par d'autres patrons. Qui auront une nouvelle hiérarchie. Toute la société est basée sur une hiérarchie. Que tu mets 150 mecs sur une plage, tu les laisses 1 an et demi, tu reviens, il y a un patron, il y a 2 adjoints, puis il y a le connard en bas parce qu'il veut rien foutre ou parce qu'il sait pas quoi faire. Et la société doit être bien organisée parce que celui qui est en bas, il a le droit aussi de vivre, de pas être piétiné, d'être protégé, qu'on lui pique pas son dû, qu'on lui baisse pas sa femme. Il a le droit. Alors c'est là où la société doit être organisée pour faire face, à la limite, aux inégalités de la hiérarchie. Mais une hiérarchie, elle existe dans les pays socialistes, il y avait une hiérarchie. Bien sûr. Dans les pays capitalistes, il y a une hiérarchie. La France, c'est un pays qui s'accommode mal des hiérarchies. C'est un pays assez égalitariste, la France. Bah, on lui a fait sa conception comme ça, c'est très logique. Alors, en tous les cas, tout ça donne aux prochaines élections présidentielles une importance considérable. Il faut leur faire attention au programme, là, parce qu'après... Moi, je pense franchement qu'on n'est pas dans la situation dramatique qu'on raconte, mais on n'est pas bien. Et là, il va falloir être très prudent. Je crois que ces élections-là sont les dernières où on a le droit de se tromper. Alors vous n'allez pas revenir en politique, pourtant vous êtes éligible depuis 3 ans, mais vous n'allez pas revenir. Est-ce que vous avez peur? Vous dites, quand je voulais devenir maire de Marseille, on a trouvé 100 000 francs dans un jardin pour m'envoyer en prison en affaire au MVA. Si je suis candidat à la présidentielle, on va mettre 100 kilos de cocaïne dans mon coffre. Peut-être pas 100, parce que mon coffre ne les tient pas. Mais quelques kilos. Non, mais c'est une manière de dire qu'on ne veut pas tout le monde. Et finalement, ils ont raison. Ils veulent rester entre eux. C'est un métier de faire de la politique. Les professionnels de la politique ont toujours une distance à l'égard de ceux qui viennent pas de leur rang. Mais c'est vrai de Kouchner, c'est vrai de Borloo, c'est vrai de Tapi, c'est vrai de tous ceux qui, à un moment donné, ont eu envie de franchir le pas. Est-ce que c'est légitime? Quelque part, oui. Quelque part, oui.
Parce que on n'a pas donné, en tout cas, de gage sur la réalité de nos convictions, de notre programmation, etc. Par conséquent, on peut croire qu'on est capable de séduire sur des éléments d'appréciation qui ne justifient pas le vote. C'est pour ça que les électeurs font une grande distinction entre la cote d'amour, avec des sondages extraordinaires, Kouchner, et le vote. Le vote, c'est une opinion. La cote d'amour, c'est une humeur. Ça nous ramène d'ailleurs à faire attention aux sondages. Alors, vous n'allez pas revenir en politique, Bernard, mais vous allez intervenir d'abord au nom des 3 millions de gens qui ont voté pour vous. C'est-à-dire là, c'est pas du sondage, là, c'est pas de l'humeur, là. Ouais, là c'est des bulletins. Ouais, c'est des bulletins dans l'urne. Et puis peut-être aussi au nom du Parti radical de gauche, non? Ben, c'est là que je suis parti parce que c'est la philosophie radicale, entre parenthèses, qui est peu développée. On a l'impression qu'il n'existe plus que deux. Mais le radicalisme, c'est justement, il faut se souvenir, c'est Gambetta, c'est Jules Ferry, c'est Mendès France, c'est l'école publique obligatoire, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, je veux dire, c'est des choses importantes, le radicalisme, qui privilégie l'homme plutôt que les systèmes, qui met l'homme au centre de ses préoccupations et de ses débats, qui considère qu'un État, une nation n'est forte que par l'addition de ses valeurs individuelles. Elle reconnaît donc la valeur individuelle comme un élément d'appréciation, mais à condition que les intérêts individuels soient compatibles avec l'intérêt collectif. Normal. En termes un peu plus simples, ça veut dire quoi? Chacun se démerde, chacun essaie d'être le meilleur. On ne doit pas envisager une inégalité par le bas. Mais, face à la scolarité, donc à l'apprentissage, face à la santé, face à la justice, on doit tous être égaux. Le chanceux, le malchanceux, l'intelligent, le con, tout le monde. C'est la République. C'est la République. C'est la République. C'est ce qu'on appelle la République, tout simplement. C'est ça, la République. Alors, en 2007, vous croyez, vous, à un match Sarko-Ségo? Pour l'instant, il est plus que probable. Mais est-ce que vous croyez que les mecs comme Lang, comme Fabius, comme Strauss-Kahn, ça fait 15 ans les mecs qui sont là, qui rament, vous croyez qu'ils vont laisser Ségolène Royal leur piquer le business? Non seulement je crois pas qu'ils vont laisser, mais alors là, pour le coup, je comprends rien à la stratégie du Parti Socialiste. Rien. C'est le contraire, justement, de ce qu'on disait tout à l'heure du radicalisme. L'élection présidentielle, c'est un candidat ou une candidate qui se présente devant les Français, qui fait une proposition, qui dit voilà la société telle que je l'imagine, et qui s'entoure des gens pour la mettre en place. Le Parti Socialiste commence à te dire voilà le programme, on se met tous d'accord sur un programme, donc on est tous d'accord pour dire la même chose, et après, comme un casting, comme un film. Un film, tu fais le scénario, et après tu vois le metteur en scène commence à choisir les acteurs. Mais c'est de la folie. Chaque candidat socialiste à la candidature devrait faire son programme, passer devant les militants, pour que les militants votent pour un homme et un programme, et non pas pour un homme ou une femme sur un même programme. C'est ça qui les amène d'abord à dire n'importe quoi. Tu as vu, Ségolène est toujours à 1000 km. Mais même Strauss-Kahn, il dit qu'il fera sa version. Mais jamais, il n'y en a pas un qui... Mais attends, il n'y en a pas un qui pense pareil au PS. Or, laissons Ségolène Royal vendre son programme, celui auquel elle croit. Si les militants socialistes n'en veulent pas, ils peuvent préférer Strauss-Kahn, qui ne manque pas de qualité et qui ne manque pas d'idées, ou Fabius, qui ne manque pas de qualité et qui ne manque pas d'idées. Et après, par la loi normale de respecter le vote des militants, tout le monde se met derrière le candidat et son programme. Plutôt que ça, alors tu as Ségolène qui est pour on serre un peu la vis, le Parti Socialiste qui est non, on serre pas la vis. T'as Ségolène qui est pour le mariage, non, déconne pas, on est contre le mariage. Tu comprends plus rien. C'est du délire. Ségolène, vous la connaissez bien? Oui. Elle est sympa? Très. Elle parle de Blair, mais faut pas vous faire d'illusions. Elle est socialiste. Ah ouais? Ah oui. Oui, oui, oui. Vrai de vrai. Alors ceux qui aiment ça, bah, allez-y les mecs. Et avec Sarkozy, vous êtes copain, Bernard? Non plus. Non? Non. Je l'aime bien. Je le connais. On se connaît. Et lui aussi, c'est un candidat redoutable. Mais lui, il est dans une configuration qui est plus facile. Parce que l'UMP, c'est devenu son parti. Il est à la fois prescripteur des idées de son parti et récepteur de ce que son parti propose. Autrement dit, il va nous faire une programmation clé en main de ce qu'il ressent et des hommes qui vont le soutenir pour le faire. Donc là, il est plus à l'aise pour aller devant les électeurs que quelqu'un qui va défendre un programme qui n'est pas le sien. Donc je dirais que normalement, on n'a plus de chance. Alors c'est peut-être une bonne ou une mauvaise chose, chaque Français fera ce qu'il veut, mais vous avez plus de chance de voir Sarkozy faire ce qu'il va dire qu'il va faire
Que les socialistes. Que les socialistes, parce que lui, il a C'est toute son la programme, structure, voilà, ouais. c'est son programme. Et t'as vu que Jospin revient, là? T'as vu cette semaine? Oui, oui, j'ai vu. Ben, dans la même semaine, on a quand même eu le président qui a annoncé, qui dira s'il est candidat au premier trimestre 2007, et Jospin qui nous dit officiellement ce qu'il n'a pas arrêté de nous dire. Il faut quand même dire que ça fait un an qu'il nous dit retenez-moi où j'y vais, et si vous m'appelez, je vais y aller. Donc, vous vous rendez compte qu'on va peut-être assister à un autre France-Brésil, quoi. Hein. À la limite, ça va peut-être être de nouveau le combat des chefs. Mais non, Jospin, je crois qu'il se met hors jeu en faisant ça. Il se met pas hors jeu en étant candidat, il se met hors jeu en annonçant qu'il peut l'être si on va le chercher. Parce qu'il aurait pu très bien ne pas annoncer qu'il était candidat avant qu'on le demande. Et là, il avait une légitimité quelque part. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne croit pas un instant que Ségolène Royal est capable. Il dit pas qu'elle va pas gagner. Il estime, tout le monde sait qu'il la considère pas capable d'être président de la République. Deuxièmement, il pense que les communistes, les Verts, les extrêmes gauches, etc., il est à peu près le seul à pouvoir faire la gauche plurielle, l'espèce de gauche plurielle. Donc, s'il avait été effectivement demandé sans qu'il dise, c'était crédible. Bon, mais là, il leur demande qu'on l'appelle alors qu'on le demande pas. Je crois qu'il s'est disqualifié. Tu crois que les gens lui en veulent en plus de cette barre en 2002, quoi? Non, ils lui en veulent pas de cette barre en 2002. Il a eu une attitude, au contraire, honorable, j'allais dire, digne, minimum, que tous les politiques devraient avoir. Moi, le jour où j'ai été mis hors la politique, pour les raisons que vous savez, je m'y suis mis, même si maintenant je suis éligible. Je considère qu'on ne peut pas dire, bah tiens, je suis fini, je reviens. Il a été porteur d'un échec terrible, il en a souffert terriblement, il a eu le seul comportement digne que tous les hommes politiques n'auraient pas eu. Donc on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Ah non, il a été au contraire exemplaire. Alors maintenant, s'il dit, attendez, finalement, je vais peut-être revenir sous un de moi, là, ça sent un peu le faisandé quand même. Alors Bernard Tapie, vous serez candidat de toute façon dans le film de Fabien Antoniente qui s'appelle Le Candidat, justement. J'ai adoré ce mec. On s'est rencontrés, il m'a dit qu'est-ce que tu prépares, je lui ai dit une pièce, comment ça s'appelle, Le Candidat, il m'a dit non, tu fais un film avec moi. Il est vraiment génial. Donc on va faire un film ensemble à la rentrée là. Et j'ai bien aimé son approche, il a déjà une bonne idée. Alors vous avez déclaré, j'ai connu la vie avec beaucoup d'argent, je la connais maintenant sans, je préfère la vie avec. Eh ben ça vous étonne pas. Tout est mieux. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux parce que les gens essaient de mettre en opposition l'argent et le bonheur, par exemple. Bah, évidemment, si tu me dis tu préfères riche ou en bonne santé, ça suppose que tu es riche et malade. Oui, je préfère être pauvre en bonne santé. Mais tu n'es pas obligé d'être malade parce que tu es riche. T'as compris? Donc, en bonne santé riche et en bonne santé pauvre, c'est mieux en bonne santé riche. Mais c'est tout mieux. Arrêtez de déconner. D'accord, d'accord. Non mais vous. Bah alors. Non mais vous. Bah, non mais c'est mieux d'avoir de l'argent que de pas en avoir. Vous dites maintenant, je connais la vie sans argent. Ça veut dire quoi? Eh ben d'avoir un salaire qui correspond à un salaire de cadre. Ah oui, pas plus. Non, puisque tout le reste c'est gaulé. Ah ouais. Non mais quoi que vous gagnez maintenant, ah bah ouais. Et Courbis, vous trouvez qu'il était trop lourdement condamné, Roland? Ils lui ont mis 2 ans de prison. C'est beaucoup. Et puis il a récupéré le sursis d'avant, il a récupéré 18 mois de sursis. Il a dû faire des choses vachement graves quand même pour 3 ans et demi. Non, parce que 3 ans et demi, c'est à peu près ce qu'on donne à un type qui viole dans la rue. En gros, donc il a dû faire des trucs terribles. Et je crois pas qu'il ait fait des trucs terribles. Vous l'aimez bien, Roland? Oui, j'aime beaucoup. Bernard Tapie, on va faire une art review. Une art review. Bernard, vous pensez à quoi en ce moment-là? Je suis bien. Je suis content de voir ma fille, de voir vous. Je suis bien. Voilà. Quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous vous dites quoi, Bernard? Le seul moment où je me regarde dans la glace, c'est le moment où je me rase. Et franchement, je me parle pas dans ce moment-là. Ah ouais. Pas comme je me parle dans la journée. Ouais, d'accord. Dans la journée, ça m'arrive. Je suis en bagnole, tout. Je me dis, allez, vas-y, mon gars. Ils t'auront pas, par exemple. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit, Bernard? Bah, comme tout le monde, ça dépend de l'âge. À quel âge? Pas vers 12 ans, là, quand on commence à... 12 ans 12 ans, Mel Ferrer. Mel Ferrer? Oui, parce qu'il sautait Audrey Hepburn, j'étais fou d'elle. Ça se comprend. Votre plus belle histoire d'amour? Bah, c'est celle avec ma femme, ça fait 32 ans qu'elle dure. C'est beau, 32 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont perdu un peu le sens du couple, quoi. C'est-à-dire qu'aux premières difficultés, ils divorcent, quoi. C'est vrai. Oui, mais il y a des couples, c'est vraiment un coup de bol, parce que
tu vois bien, il y a des gens pleins de bonne volonté, on va pas se forcer, quoi. Le couple, c'est pas quelque chose qui te... Non mais il faut avoir un peu le vouloir. Voilà. La vérité, c'est qu'il faut quand même le vouloir. Voilà. Il faut dire, je veux réussir, et il y a des passages difficiles, et souvent, on s'aperçoit que si tu surmontes le passage difficile en y mettant un peu du sien, hop, tu repars pour un... Nous, on a été vraiment vachement bien pendant 20 ans, sans aucun problème, puis on a commencé à rentrer dans l'habitude, et là-dessus, on a eu Sophie. Et Sophie nous a redonné un coup incroyable, parce qu'on s'est retrouvés de nouveau, parents, avec les problèmes d'un enfant en bas âge, etc. Et là, tout va bien. Ah ouais, super. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? Sur demain, dans la rue, vous tombez sur une gonzesse, mais fou d'amour. Moi, ma femme, j'ai tout quitté pour elle. Elle l'a déjà fait, J'ai arrêté de bosser. C'est-à-dire, quand on s'est connus, on a arrêté l'un et l'autre de bosser, on a vécu sur nos économies, et on a vécu 9 mois, on n'a rien fait d'autre, que manger, dormir et tagada de soin. 9 mois. Après, il n'y avait plus de thunes, il a fallu qu'on bosse. Quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois, Bernard? Quand j'ai vu que dans ma loge, il n'y avait pas les 30 000 euros promis. Ça arrive. Ils sont dans le jardin. Tu m'avais promis 30 000 euros. Il les a mis dans un trou, c'est un Je suis arrivé dans ma loge, j'y étais pas, j'ai chialé. On l'a fait football. Tu m'en veux pas, hein? Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Ma date de naissance. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous? Et tu crois pas qu'il en a été dit comme ça, sans que j'en rajoute un peu? Moi, j'ai été gâté quand même. C'est vrai, on m'a retiré, on m'a privé de mes droits civiques. On m'a privé de mes droits parentaux. On m'a interdit de sport. On m'a interdit de politique. On m'a interdit d'affaires. On m'a dit maintenant, refais-toi. Authentique. Ils ont cru que j'allais d'ailleurs pas me refaire jamais. Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, je vais jamais y arriver à me refaire? Ah ouais, plusieurs fois. Et justement, si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? De sexe. Ah oui? Bah oui, j'ai connu mec, maintenant j'aimerais connaître femme. T'as envie de te faire attraper, toi. Vous seriez un peu... C'est fait, c'est fait. C'est pour ça que je te dis ça. Qui avez-vous le plus envie d'épater dans la vie? Ah, c'est un truc que j'ai jamais aimé, ça. J'ai jamais aimé épater. Oh, Bernard. Attends, je vais donner 2 exemples. J'avais un beau bateau. Jamais personne n'a pu monter dessus, voir une photo de l'intérieur de mon bateau. On n'était jamais ailleurs que loin. Il a été acheté par une femme. On a vu la chambre à coucher, la salle à manger, les dîners, les soirées, les machins, le pot de géranium sur l'arrière. C'est ça épater. C'est-à-dire, non, moi j'aime bien surprendre, j'aime bien être aimé, j'aime bien tout ça, mais j'aime pas épater. Alors, deuxième exemple, le bateau, c'était le premier. C'est quoi le deuxième exemple? Ma maison. D'accord. Personne n'est rentré faire des photos dans ma maison. Si, l'huissier. L'huissier. Il n'a pas fait de photos, il a piqué les meubles. C'est vrai. Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? Un crédit? Je crois que je réglerai quelques comptes quand même. Quand même, Juste avant de partir, tu vois. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas soldés, encore. Il y a encore 2-3 bourre-pifs dans l'air? Oui. Il y a 2-3, il y a une tournée à faire. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui. Une fois. En prison? Non, c'était dehors. Et grâce à la présence d'esprit de ma femme, ça s'est pas fait. Qu'est-ce que la vie vous a appris, Bernard Tapie? Le pire est jamais certain. Comment aimeriez-vous mourir? Je m'en fous, vraiment. Ah ouais. Enterré, incinéré après? Enterré vivant, comment tu sens le truc? Ah non, je m'en fous, ça, je m'en fous complètement. J'ai pas peur de ça du tout, je suis croyant. J'ai pas fait trop de mal, contrairement à ce qu'on a dit. Il n'y a pas tellement de gens qui ont souffert. Et donc, à la fin du parcours, je pense qu'il me dira, allez, viens, il était temps que tu arrives. C'est pas truqué, hein? Non. Attends, je me suis coupé le doigt avant de venir, dis donc. Comment tu t'es coupé le doigt? J'ai voulu remettre une applique qui n'était pas droite. Fais gaffe, le François, il est mort, lui. Tu t'en sors bien, toi, hein? Vous n'allez plus en prison, vous repassez par la case départ et vous toucherez 135 millions d'euros. Alors, t'en es où, justement, avec cette affaire des 135 millions, là? Aujourd'hui, je viens d'apprendre que la Cour de cassation, qui devait se prononcer en juillet, début juillet, le premier président a fait un communiqué pour dire que c'était reporté en séance plénière au début octobre. Donc ça veut dire que tu as gagné en première instance, tu as gagné en appel,
Là, c'est en cassation. Si en cassation tu gagnes, bon, t'as gagné, tu récupères le pognon. Et si tu perds, c'est rejugé entièrement depuis le début, non? Non, ça repasse devant une chambre d'appel. Ah, en appel. Alors, on revient à l'appel. Oui. Mais ça fera là, donc ça va faire 3 mois de plus, donc ça fera 12 ans et 6 mois. C'est les jours sans fin, ça. C'est sans fin. 12 ans et 6 mois. mois. La sortie, c'est 135 non, millions c'est d'euros. trop dur. Je vais pas me mettre ça dans la poche, rassure-toi, ça ira dans les poches de l'État. Et maintenant... C'est bien Bernard le plus vénard de la bande. C'est bien Bernard le plus vénard de la bande. Voici Bernard Tapie. Bernard Tapie, bonsoir. Alors c'est bien Bernard, le plus vénard de la bande, 147 millions d'euros. Le 30 septembre 2005, la Cour d'appel de Paris a rendu justice pour avoir dissimulé la vérité sur les conditions d'achat et de revente d'Adidas. La banque devra payer 147 millions d'euros à Bernard Tapie, mesdames, messieurs. Quand on vous voir venir comme ça, là, c'est un peu le comte de Monte Cristo, quoi. C'est-à-dire que vous revenez, vous avez raison. Schwarzy, I'll be back. I'll be back. Bon. C'était long quand même, hein, Il a fallu attendre 9 ans quand même. Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est que votre version de l'affaire, en fait, vous l'aviez donnée, Bernard Tapie, dans un livre publié en 1998 chez Plon, qui s'appelle Librement, et que vous ressortez aujourd'hui avec un avant-propos, mais sans avoir rien changé du livre. Sauf qu'à l'époque, personne ne s'y était vraiment intéressé. Vous en avez vendu 100 000, mais ça n'avait pas retourné l'opinion, disons, voilà. Non, mais parce que c'était pas le sens de l'histoire. Voilà. Et qu'à cette époque-là, on n'avait pas envie d'entendre une autre version que celle qui était connue de tous, c'est-à-dire c'est un brigand, c'est un voyou, il n'a pas de morale, etc. Et quand on est dans cette situation-là, c'est très compliqué d'arriver à renverser la tendance. Et même si on l'écrit, et même si on fait des émissions de télévision, dans ces circonstances-là, moi je me souviens avoir fait une émission avec un type qui était un bon animateur, qui est venu. Et non, c'était celui qui remplaçait Anne Sinclair sur Field. Michel Field. On avait vraiment pris notre temps et j'avais expliqué des trucs, quoi. J'avais sorti les papiers, j'avais dit, regardez, ça fait depuis 96 que la première sanction est déjà tombée. Et à la fin de l'émission, on a fait des tests et les gens disaient, ah, c'est un escroc, mais il est fort. C'est ça. Il est bon, hein. C'est ça. Ah, il est vraiment bon. C'est un voyou, mais il est vachement bon. Alors, dans cet avant-propos que vous avez rajouté pour la republication de ce livre, Bernard Tapie, vous dites évidemment, 1, bon, j'ai gagné, 2, je veux quand même rendre justice à la justice de mon pays. C'est toujours évidemment une bonne nouvelle quand on apprend qu'au-delà de la morale et des envies d'aller dans le goût du plus grand nombre, des magistrats regardent le droit et ne se contentent que d'appliquer le droit. C'est vrai. Vous dites dans cet avant-propos que c'est le contribuable qui va payer, 2 € chacun, mais que vous avez fait gagner tellement d'argent... Non, mais je dis le contraire. Je dis qu'il ne va pas payer. Je dis qu'il a la chance de ne pas avoir un franc à sortir sur cette affaire, dans la mesure où, Et plus de francs. C'est une partie du bénéfice. Non, mais c'est une partie du bénéfice qu'ils ont encaissé. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Attends. Et deuxièmement, ça va même pas coûter le franc en question, car ça a été provisionné depuis très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'argent qu'ils ont gagné en trop, donc ils m'en rendent un petit bout, mais ils en gardent 2 fois plus que moi quand même, les contribuables. Ils ont gagné 600 millions d'euros le Crédit Lyonnais. Voilà. Donc les contribuables. Alors vous en voulez, Bernard Tapie, à ceux qui vous ont ruiné, bien entendu, à ceux, comme vous dites, qui ont fabriqué votre faillite, mais aussi aux relais d'opinion, qui n'ont pas tenu compte du contenu du livre lors de sa parution. Et quand on lit votre avant-propos, vous rappelez que dès 1996, le tribunal de commerce avait jugé qu'il y avait un préjudice financier considérable. Et ensuite, depuis 10 ans, en fait, c'est le Crédit Lyonnais qui a fait traîner. Bon, les avocats ont fait leur boulot en faisant ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire gagner du temps. Et c'est un des problèmes de la justice française. C'est que très souvent, les procédures sont longues, elles sont plus que contradictoires, elles permettent de faire des sursis à statuer, de faire des expertises. En fait, tout le monde sait que les grandes affaires judiciaires en France en matière civile, c'est 10 ans. Ceci étant, ils vous ont fait perdre 10 ans de votre vie quand même. Oui, alors on perd pas, mais en tout cas, ils m'ont fait vivre une vie qui n'aurait pas été la même. Mais bon, j'ai vécu des moments un peu compliqués. Voilà, ça c'est ce que vous avez rajouté dans la nouvelle version du livre, c'est l'avant-propos. Pour le reste, vous l'avez laissé tel quel, vous ne l'avez pas corrigé, mais c'est vrai que quand on lit ce livre maintenant, depuis votre victoire contre le Crédit Lyonnais, ça prend un nouveau relief. Alors ça commence quand vous êtes condamné à 8 mois ferme dans l'affaire OMVA, vous allez en prison.
et vous racontez, c'est assez poignant d'ailleurs, vous racontez votre départ. Je voulais absolument donner, enfin j'avais envie de lutter, quoi. J'avais envie de leur dire, vous n'allez pas en plus vous faire le plaisir de me faire du mal. Donc je m'étais entraîné. Pendant presque 15 jours, je m'étais foutu dans la cave 8 heures par jour. Et je m'étais dit, tu vas apprendre à être solitaire, etc. Et donc, quand ma femme est partie, elle n'a pas voulu vivre mon arrestation. Je lui dis, va, elle est partie avec les enfants au sport d'hiver, et seul Stéphane est resté avec moi. Et j'étais absolument convaincu en lui disant, tu verras, il va rien m'arriver, te fais pas de bile. Et manque de chance, quand j'arrive dans la cour du palais de justice qui va me mettre dans le fourgon, Stéphane m'avait suivi avec son scooter, et au moment où je monte dans le fourgon, lui, il voit pas que je le vois, et il s'écroule, le pauvre. Et là, tu vois ton gosse qui est en larmes. Donc, en fait, j'ai tenu une demi-heure, quoi. Ouais. Avant que ça soit dur. Ouais. Alors, on vous met à la prison de la santé, régime d'isolement, et vous décidez là de vous nourrir de l'ordinaire, de ne pas faire d'achats supplémentaires, pas de somnifères, pas de tranquillisants, pas d'antidépresseurs, et vous décidez de vous évader par la pensée. Il y a un truc assez joli, c'est que tous les soirs à 22 h, vous avez rendez-vous avec votre femme. Et ce qui est par contre dommage, c'est qu'on n'a jamais réussi à avoir le même rendez-vous. On s'inventait un rendez-vous. Ouais. À poil sur un lit, tranquille, les yeux fermés. C'est vrai que c'est le seul moment où on voit pas où on est. Ouais. Quand on n'a plus de lumière et plus de point de repère. Là, en fait, on essayait de communiquer Ouais. comme ça et de se donner des rendez-vous réguliers. Mais en fait, c'était des rendez-vous manqués puisqu'on a essayé de savoir si on pensait aux mêmes choses et c'est jamais arrivé. Ouais. Alors, pour échapper à cette prison, vous décidez d'écrire ce livre. Et puis bientôt, votre père est victime d'un infarctus, alors vous demandez à être transféré à Marseille, au Beaumet. Finalement, vous vous retrouvez à la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Et là, l'isolement est terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de fenêtres à ce moment-là. Je suis en plein moment de l'été, à 40, il fait 40 à 50 dans les cellules. C'est des trucs qui font 9 mètres carrés, mais c'est pas seulement moi. Hein, je suis pas en train de... Tous les gens qui sont dans des prisons dans ces conditions-là souffrent pareil. Et le seul air apparent, c'est celui qui passe sous la porte. Ouais. Et donc j'ai pas inventé, tout le monde, on est dans cet état, on est à plat ventre par terre en train de respirer sous la porte, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, le lit c'est un truc en béton qui est scellé dans le... Ouais, c'est vachement dur, hein. Ouais. Par rapport au Fosséa, c'était un peu compliqué, quoi. Mais là, vous dites quand même, j'ai sérieuse envie de suicide quand même, là, vous... Mais c'est pratiquement tout le temps. Ouais. Dans les débuts comme ça, c'est d'ailleurs incroyable, c'est une lutte entre votre conscient, qui lui veut absolument cesser de vous battre, et votre inconscient qui vous donne l'énergie pour le faire. Et vous remarquerez que tous les suicides dans les prisons interviennent très vite, à peine dans les premières semaines, et pas souvent sur des condamnés de longue peine. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec la projection d'une vie sans espoir. Ouais. Alors vous racontez dans ce bouquin toute votre vie, quoi, l'affaire OMVA, le Crédit Lyonnais, Vonder, Mazda, Look, enfin toutes vos affaires, et puis votre engagement politique, et vous dites que en fait, mon engagement politique a sonné le glas de mon bonheur. C'est-à-dire que jusque-là, tout vous réussissez. À un moment, vous raconterez Mitterrand qui vous met le pied à l'étrier. Et en 92, quand Bérégovoy vous propose d'être ministre de la Ville, en fait, vous ne le savez pas, mais vous êtes très content, vous, à ce moment-là. Je saute sur mon lit, je suis heureux comme un enfant, et parce que c'était venu d'où je venais. Je venais du même endroit que Bérégovoy, d'ailleurs. C'était ça qui était symboliquement intéressant. À l'époque, il existait encore des ministres qui étaient des ministres de famille d'ouvriers. C'est vrai. Ça n'existe plus maintenant, et c'est dommage. Et Bérégovoy qui m'appelle pour être ministre, ça a été pour moi un choc énorme, au point que j'ai accepté de tout balancer, d'arrêter toutes mes affaires sans essayer de calculer si ça allait être bien ou pas. Bernard, tout le monde vous prend pour un gros malin. Enfin, c'est quand même un peu... Excusez-moi. Je suis malin. Non, mais vous êtes très malin, mais enfin, tout abandonner, c'est-à-dire abandonner toutes vos affaires vous est arrivé pour à un nous job tous. de ministre. Ah non. C'est pas pour un job de ministre. Attendez, ça faisait 5 ans que j'étais député. J'étais député européen depuis 3 ans. Et je mesurais, malgré tous les bonheurs que j'avais pu rencontrer dans les autres vies, que ce soit footballeur, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, j'avais mesuré que c'était gratifiant, c'était vraiment l'activité humaine qui me correspondait le mieux. J'en avais une envie folle, alors qu'à aucun moment j'avais projeté ça. Est-ce que vous n'avez pas manqué de cynisme à ce moment-là? Vous auriez dû vous dire, bon, Bérégovoy me propose d'être ministre, mais quand même pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce que c'est ce que vous avez fait finalement. Oui, mais parce que la banque était ma banque depuis 17 ans. Ils étaient mes associés, ils étaient administrateurs dans mon conseil d'administration. C'était des amis, des mecs qui passaient en vacances avec moi. Alors, j'explique à nos amis téléspectateurs, vous venez de racheter Adidas et, devenant ministre, vous devez vous en séparer parce qu'effectivement,
il va y avoir des licenciements chez Adidas, 5-6 000 licenciements à prévoir. Quand on est ministre de la Ville, c'est mauvais gens. Donc vous vous séparez d'Adidas. De toutes les affaires. Voilà, vous donnez un mandat de vente au Crédit Lyonnais. Et je voudrais dire, c'est très important, Thierry, qu'on le dise aujourd'hui, il ne s'agit pas du Crédit Lyonnais d'aujourd'hui. Non, je sais bien. Non, mais je pense que c'est important qu'on le sache, il s'agit de l'ancien Crédit Ah Lyonnais. Et à ce moment-là, le Crédit Lyonnais se revend à lui-même Adidas. Pour que je ne sache pas le prix. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils le revendent en fait à des sociétés offshore qui leur appartiennent. Et ensuite seulement, ils le vendent à Robert Louis Dreyfus. Voilà. Plus du tout. Voilà comment ça s'est passé. Exactement. Donc vous, comment avez-vous su cette histoire? C'est comment avez-vous su que le Crédit Lyonnais, au lieu de vendre directement à Robert Louis Dreyfus, avait vendu d'abord à des sociétés offshore? On a eu un coup de chance incroyable. J'avais une juge d'instruction qui était acharnée contre moi, comme elle l'a été d'ailleurs à chaque fois qu'elle avait une cible. C'est Madame Joly, qui est par ailleurs une femme, bon, peu importe, elle a ses têtes, j'étais pas son pote. Et donc, elle cherchait par tous les moyens comment est-ce qu'il n'a pas un compte à l'étranger, comment ça peut se... Et elle a fait des perquisitions partout, dans tous les lieux où je risquais d'avoir une trace me concernant. Et au Lyonnais, elle a pris tous mes comptes, les gestions des comptes, les comptes rendus de mes comptes. Et en prenant tout, elle a pris les bordereaux qui étaient les actes de portage des sociétés offshore. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, on découvre d'un seul coup que les sociétés qu'on acheté, c'est en fait des sociétés qui faisaient le portage. C'est elle qui t'a pourri la vie pendant des mois, qui t'a fait gagner 167 millions d'euros. La vie a des retours comme ça. Elle l'a pas fait exprès. Hein. Et je vais vous dire pourquoi elle l'a pas fait exprès. Tu veux dire merci sur la 3 là Oui, mais attends, j'ai un petit mot à lui dire justement, maintenant que le jugement est rendu, c'est qu'à l'époque, on lui a dit, mais madame, vous vous rendez compte que ça serait peut-être intéressant, maintenant qu'on sait, au moins, qu'est-ce qu'est devenu cet argent, puisqu'il est parti dans des offshore. Elle m'a dit, je suis pas saisi de l'affaire. Oui. C'est-à-dire qu'elle a fait chier Dumas pendant des plombs pour savoir qui lui avait jeté ses pompes à 20 000 balles, mais elle n'a jamais voulu savoir qui avait sorti l'argent des offshore qui se trouvaient au Bermudes. Eh bien, elle est là, ce soir. Voilà, c'est vrai. Alors, effectivement, à partir de là, il y a l'affaire des comptes de l'OM, la fraude fiscale sur le Phocéa. Enfin, pour vous, c'est la Bérésina, Bernard. Je suis honnête jusqu'en 93, compris. C'est-à-dire, j'ai rien, pas une condamnation. Et après 94, tu te fais voler. Tout. Je fais des faux tableaux, je fais des déménagements, des détournements d'actifs, des escroqueries, des abus de confiance, une banqueroute. Enfin, en 1 an et demi, ils m'ont fait un palmarès unique en France. Vous êtes devenu l'homme à abattre parce que, effectivement, vous êtes devenu ministre et votre carrière politique semblait s'ouvrir sous de bons auspices. Ils ont eu peur que vous présentiez aux élections présidentielles? Non, je crois que c'était plus simple. C'est qu'en France, en politique, pour mourir, il faut être condamné par les deux côtés. Ouais. Si vous êtes d'un côté, l'autre vous protège, comme ils se tiennent un peu, il n'y a pas de risque. Là, j'ai pas eu de chance parce que je venais de, faut bien le dire, éliminer Rocard de la vie politique, alors qu'il était... Aux européennes, vous aviez fait 12-5 et lui 13-5. Hein, c'était même plus, 12-9 et 13-4, enfin bon. Et la liste socialiste, c'était vraiment que des gens formidables. Il y avait Kouchner, il y avait Lang, il y avait Rocard, enfin c'était toute la bande, quoi. Donc ils se sont dit, mais ce mec qui vient tout seul nous faire pratiquement notre score, il faut pas qu'il nous fasse pareil au présidentiel avec Jospin. Et la droite voulait garder Marseille, où Gaudin était candidat. Donc, la droite voulait m'éliminer pour pas que je sois maire de Marseille, et la gauche pour pas que je fasse chier Jospin. Et là, quand t'as les deux, c'est-à-dire pile t'as perdu, face t'as perdu, il faut que la pièce, elle tombe sur la tranche, hein, et c'est pas facile. En d'autres temps, je pense que le problème aurait été réglé d'une manière différente. Je suis même certain. Il vous aurait mis une balle dans la peau, vous pensez? Je pense qu'il y en a plein hein, qu'on finit éliminés dans des conditions plus dramatiques que la mienne. Hein. Dans Sado. Robert Boulin. Donc, c'est comme ça. Personne m'a obligé de le faire. J'ai commis l'imprudence de le faire. Et voilà, on m'y reprendra plus. Quel âge vous avez? 62. C'est bien. T'as vu, hein? C'est bien. C'est bien la pêche. Il est coriace le tapis. Hein. Monte Cristo, il est coriace. Ouais. Alors, donc, ça, acteur, on a vu. Le business, vous allez revenir dans les affaires? Ah non, fini. Oh là là, je suis très heureux d'être acteur. Je fais du théâtre tous les ans à Paris. L'année d'après en province. Je fais 4-5 valences par an. Je suis vachement heureux. Mais j'ai découvert une activité avec le théâtre qui est unique. Moi je vous ai vu sur scène, c'était marrant. Jamais j'ai pu croire. Le beau salon, c'était drôle. On pouvait être heureux autant que ça. Alors c'est ça, il fait ça pareil que nous. Alors, le business, non? Le sport, vous allez revenir dans le sport? Oui, parce que ça, c'est un truc. L'OM, tu vas reprendre l'OM? Non, l'OM marche bien. Vous êtes sur LCI dans On refait le match. Avec le chien de Sacomano. Oh On refait le match. Mais ça, c'est marrant, je me barre avec. C'est des potes et tout.
Dès que vous n'êtes pas là à l'émission, là, vous les avez accrochés à une drogue dure, là. Ah bah ouais, parce que dès que vous n'êtes pas dans l'émission, elle est beaucoup moins bien. Le principe, c'était des journalistes assez compétents qui matraquent tout le monde et qui cassent tout le monde. Les joueurs, les clubs, les dirigeants et tout. Et là, moi, je suis arrivé pour les casser eux un peu, pour leur dire, attendez, vous dites des conneries et tout. Donc les gens se marrent, évidemment. Comment ça va, Bernard, avec Pascal Praud? Très bien. Vous lui avez pas mis un pain un jour? Si, mais on va très bien depuis. Il a cicatrisé depuis. Vous vous êtes réconcilié avec Pascal Praud? Oui. Ah bon? On n'a jamais été fâchés. Pour un pain, c'est pas méchant. Oui, tu me dis en même temps. On peut pas se mettre un bourre-pif entre amis. Enfin, franchement, il n'y a pas de quoi faire un Est-ce drame. que c'est vrai, Bernard, que vous allez reprendre le Red Star pour faire une deuxième équipe parisienne? C'est ce que j'aimerais faire. Ah, ça serait bien, Parce ça. que c'est une vraie équipe de banlieue. Elle a une histoire extraordinaire. Elle se trouve à Saint-Ouen. Par conséquent, pas loin du Stade de France le jour où on sera en première division. Mais enfin, il n'y a rien de fait. Moi, j'aimerais travailler avec eux, voilà. Ça serait bien. Mais pas forcément en étant le taulier. Hein. Alors voilà, et la politique alors? Non, je reviens. Non, franchement. Sérieusement. Non, sérieusement, je vais revenir chez mes potes radicaux parce que c'est vraiment des gens qui m'ont soutenu tout le temps. Mais pour faire comme chacun de ceux qui s'intéressent à la politique sans être élus. Vous savez, c'est un pays en France où je le faisais avant. Avant, je faisais toutes les émissions politiques, j'étais pas élu. Quand je me suis fait Le Pen, j'étais pas élu. Non. Et j'étais invité pour parler avec lui. Pas gentiment d'ailleurs, mais bon, on n'attendait pas ça de moi. Donc on n'est pas obligé d'être élu pour faire de la politique. D'accord. Donc simplement, les bons clients sont rares. Ouais, parce que votre femme, elle a dit, de toute façon, s'il refait de la politique, je divorce. Oui. Bah oui, elle a quand même beaucoup souffert. Elle a beaucoup, oui. Elle était très courageuse, hein, quand on lit le bouquin. C'est une gonzesse comme ça, ouais. Je comprends que vous la trompiez pas, en fait. Bah voilà, je suis comme vous. Il est malin, hein? Hein? Non, je suis comme lui. Il a trouvé, non, mais il a trouvé quand même, je suis désolé, il a... Et solide, hein. Elle est courageuse quand même, hein, Dominique, là, parce que, évidemment, ouais. Bon, alors là, maintenant, on va passer, quand même, il y a encore quand même quelques nuages noirs, Bernard, on va les évoquer. Vous avez des ennemis, vous le savez. Le CDR, qui est l'organisme liquidateur des actifs de l'ancien Crédit Lyonnais, lui veut aller en cassation, hein, le CDR. C'est-à-dire, ils disent non, nous on n'accepte pas la décision du tribunal donnée à Bernard Tapie, 147 millions d'euros. Nous, on veut aller en cassation. Il dit ça fait que 9 ans, finalement, on peut essayer de gagner 2-3 ans de plus. D'accord. En gros, c'est la société de défaisance du Crédit Lyonnais. Oui, c'est ça. Voilà. Elle a repris tous les actifs. Et comme son nom l'indique, ça doit être quelque chose qui a une vie extrêmement courte. Oui. Puisque ça doit trancher les litiges. Ça doit vendre les actifs et puis voilà. Et puis trancher les litiges, etc. Bon, eux, ils sont encore là. Ils dépensent par an des centaines de millions d'euros d'avocats. Ah oui, d'accord. Qui sont toujours les mêmes. Hein. Oui, d'accord. Et les avocats passent leur temps à expliquer ce coup-ci on va gagner. Ah, on est sûr de notre coup. Dans Executive Life, ils ont pendant 8 ans expliqué qu'ils allaient gagner. Ça a coûté 500 millions d'euros aux Français. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous expliquer, là, en cassation, on va gagner. Alors, bon, ils peuvent durer encore 2-3 ans. Mais attendez, dans cet organisme-là, il y a votre ami, Charles de Courson. Il est là-dedans, lui. Hein. Oui. C'est un député UMP de la Marne, je crois. Et lui, vous aime pas, hein? Non. Et pourquoi? Bah, je dois pas être son genre. Probablement. Ah ouais. Lui, il n'aime pas les fils du peuple, c'est ça, non? Non, je sais pas du tout, je le connais pas. Bon, il s'est trouvé là à mener un combat qu'il poursuit avec toute sa haine, etc. Moi, je lui rends pas parce que je le connais pas. Par contre, ce qui est inquiétant quand même, concernant ce personnage, en gros, pour que les gens sachent, c'est un doctrinaire moraliste. Lui, il veut en cassation. Hein. Il veut faire la morale. Avant le procès, souvenez-vous, il y avait une grande émission sur, je sais plus si c'est la 6 ou la 3, qu'on appelle les émissions d'investigation, sur le procès. Aucun avocat, aucune partie, ni moi, ni Adidas, avons accepté d'aller à cette émission alors qu'on était un mois du délibéré. Lui, oui. C'est-à-dire que ça ne le dérange pas d'aller fracasser, de parler d'un sujet alors que normalement c'est totalement interdit. Le tout pour essayer de forcer la main au magistrat. Et puis là, depuis que le jugement est, il continue, il commente le jugement. Attendez, il est incroyable parce que quand on dit Bernard Tapie pourrait revenir en politique, ce qui apparemment n'est pas le cas, lui il a déjà prévu. Il dit mais Bernard Tapie pour la présidentielle par exemple il trouvera jamais 500 signatures. Il voit à la présidentielle déjà. Il dit Bernard Tapie ne trouvera jamais 500 signatures. Il a dit par exemple, vous savez que si on ne fait pas 5%, on est obligé de rembourser les frais de campagne qui sont payés par le gouvernement. Il dit mais si Tapie ne fait pas 5%, qui va payer les frais de campagne? C'est-à-dire il pense déjà que vous allez aller à la présidentielle et que vous n'aurez pas les 500 signatures et que vous ne ferez pas 5%. Je crois qu'il est digne d'être dans l'écurie de Bayrou, en fait. Ah bon? C'est salaud, ça. Il est dans l'écurie de Bayrou. Oui. Ah bah oui. Vous pouvez pas être dans un grand team, hein, ce mec. Alors, autre problème par rapport à l'avenir, Bernard Tapie, et là, ça n'a rien à voir avec notre ami Courson, c'est les affaires pendantes, c'est-à-dire la fraude fiscale pour commencer.
Alors vous, on vous dit voilà, va falloir payer encore. Vous dites attendez, j'ai été déjà, il est génial, il dit, j'ai été tellement sévèrement jugé. Non mais ça, ce sont toutes les affaires pénales qui étaient suspendues au résultat de l'affaire civile. Par conséquent, maintenant que l'affaire civile est connue, les magistrats ont entre leurs mains les éléments d'évaluation qu'ils n'avaient pas. Je dois dire que grâce au parquet et au parquet général, on a réussi à interrompre un cycle infernal. Sans ça, on aurait pu rester encore 5 ans comme ça. Une question, moi, qui m'intéresse, c'est, pendant toute cette période, là, disons les 10 dernières années, pendant que vous attendiez le procès en appel, finalement, quels sont les gens qui vous ont pas laissé tomber? Tous mes potes. Genre Kouchner, Séguéla, Jacques Lang, Lelay, Borloo, bien sûr. Je me suis pas gouré sur mes copains. Voilà, Bernard Tapie, librement. Alors, Bernard Tapie, comme vous êtes le roi de la tchatch, vous allez finir mes phrases. 1, 2, 3, 4. Alors, je vous donne le début, vous me donnez la fin. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais... Ça se présente pas mal. S'il y a bien un truc que je sais pas faire, c'est... faire semblant. La seule différence entre le théâtre et la politique, c'est... Quand on tue au théâtre, c'est pour faire rire. Bravo. Ce qui manque à Chirac par rapport à Mitterrand, c'est... Jacques Séguéla. Le seul truc que j'ai jamais pu m'offrir avec l'argent, c'est... Le Crédit Lyonnais. Je me serais remboursé plus tôt. Pas de faux, quoi. Ouais. En général, je plais aux femmes qui ont le goût du risque. Ouais, c'est vrai. Au moins. Oui. Franchement, maintenant, je peux te le dire, l'émission que je faisais sur TF1... Je regrette de l'avoir arrêtée. Allez, comme tu as une bonne tête, ma montre en or, je te la lâche pour... Pour t'apprendre que tu fais pas la différence entre l'acier et l'or, hein, parce que c'est une montre en acier. Ceci y a qu'elle est en acier. T'avais des barreaux en quoi? En or ou en acier à la santé? Le pauvre. Non, mais il a été sympa avec moi parce qu'un jour, j'ai gardé ça et je l'ai gardé. On faisait une émission sur Canal juste avant que j'y aille. Juste avant que j'y aille, il me dit j'ai un truc pour toi, tu le regarderas quand tu seras parti. Et il me file une carte dans ma poche. Et quand je sors, je regarde ce que c'est. C'était une carte du Monopoly. Vous êtes libéré de prison. Ah, c'est bien alors. Bernard Tapie, c'est le seul ministre qui sait remettre son micro en direct à la télévision. Je ne le remets pas parce qu'il va m'engueuler déjà. Thierry, c'est incroyable depuis la dernière fois ce que tu as... Tu sens plus heureux. Mais il n'y a même pas de comparaison. C'est le noir qui fait ça, ça égaye tout de suite. Non, je sens... Le deuil, il porte bien le deuil. On sent que ça y est, quoi. Voilà. Le jour de mes 60 ans, je me suis dit... Tout marche. Ah oui, tout marche. Ah ouais. Pas besoin de Viagra, de Cialis... Tu es malade. Ah ouais. C'est là-dedans, le... Bon, enfin... franchement, si t'avais été au ballon à ma place, je suis sûr que... T'aurais boité. Non, ça aurait été plus normal. Ça aurait été plus normal, merde. Il est génial. Le combat le plus dur que j'ai eu à mener, c'est... Il y a une chanson de Brassens qui dit les gens n'aiment pas qu'eux, on ne suit pas le même chemin qu'eux. Ben, c'est un peu contre ceux-là que c'était dur. La mauvaise réputation. Non, c'est ceux qui veulent pas qu'on soit différent, quoi. Ça, ils sont nombreux. Aujourd'hui, ce qui me rend le plus fier, c'est... mes enfants. Les 4. C'est marrant, malgré tout ce que j'ai vécu, je continue à croire que... qu'il faut toujours y croire. Des fois, je me dis, si seulement j'avais pas... Alors ça, je me le dis jamais. Jamais. Pas une fois, je me suis dit, ah, si j'avais su, jamais. Parce que dans la vie, j'ai pas de rétroviseur. Mais par contre, c'est ce qui fait que je garde jamais de mauvais souvenirs des gens qui m'ont fait chier. Je promets à celui qui me traite encore dans... À d'y mettre un pain, ça c'est sûr. Si on devait se souvenir d'un truc chez moi, j'aimerais que ce soit... J'ai fait des écoles pour les jeunes qui étaient sans boulot. Et on en a sorti près de 10 000, sans rien demander à personne. Et il y en a près de 10 000 dans la nature qui ont eu une belle carrière grâce à moi. Parmi tous les salopards qui m'ont trahi, je n'oublierai jamais... que mes potes n'étaient pas dans le lot. Il a fallu rentrer. Attends, je vais lui demander. Ça, il y a quelques années, tu t'es battu avec quelqu'un
un peu comme avec Pascal Praud. Il est là, ça t'embête de le voir? Il est très sympa. Je m'en fous. Tu vas lui serrer la main? Ben ça dépend qui c'est. Michael Youn. Je suis pas battu avec lui. J'ai devancé l'appel. Moi j'étais un peu inquiet parce que... C'est quoi l'histoire? C'était sur Skyrock, non? Je suis sûr que Bernard s'en souvient même pas. Enfin, il doit peut-être même pas se souvenir que c'est moi. Tu vois? Tu lui as mis un pain? Non. Si. Mais si. Regarde, ça te revient pas? Je te jure que si. Bernard a été invité pour parler de l'excellent site internet de son fils d'ailleurs. Et il y avait un auditeur qui lui a posé une question sur le match Benfica-Marseille. À l'époque où il y avait eu la main de Vata, tu étais sorti du match en disant « Je me suis fait avoir une fois ». Voilà, et tu vois, tu recommences. Tu vois, l'auditeur n'a pas dit exactement la phrase que vous aviez dite à l'époque. Voilà. L'auditeur a dit vous êtes fait... J'ai compris maintenant comment faut faire. Voilà. Et donc... Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Quel con. Alors l'auditeur dit si vous avez dit ça Bernard dit non, je n'ai pas dit ça. L'auditeur dit si vous avez dit ça, non. Et à un moment je dis bon, ok, on va couper la poire en deux. Bernard, de toute façon, que vous l'ayez dit ou pas, c'est pareil. Vous avez fait 8 mois de prison, c'est quand même pas pour rien. C'est ça que je vous ai dit. Et c'est là que vous vous êtes énervé. Un peu quoi. Ah bah ouais, voilà. C'était un peu une phrase de petit con, mais ça m'arrive souvent, paraît-il. Donc Bernard jette son casque. On était en différé. Bernard jette son casque. Il dit quoi? Je viens en ami, on pose des questions à la con comme ça. Il va dans le bureau du directeur. Il dit non, je suis pas d'accord. Comment ça se fait qu'on me traite comme ça? Et moi je vais le voir, un petit peu désolé. Je lui dis bon, vous savez ce qu'on va faire, Bernard, comme on n'est pas en direct, on va réenregistrer la fin. Et c'est là que vous m'avez dit non, on va pas réenregistrer la fin. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te casser la gueule. J'adore. Et alors attendez. Là, donne-moi ta main droite. Et là, Bernard, avec ses très très belles paluches et ses très grosses paluches, m'a mis une bonne petite claque dans la gueule. Une claque. Et moi, j'ai. Oui, c'est pas un pain. Oh oui, mais tu sais, chez lui, chez David Douillet, c'est pareil. Hein, il accompagne bien le mouvement. Et à ce moment-là, mon directeur d'antenne m'a demandé de présenter mes excuses, que j'ai refusé de faire. Il a bien fait de pas le faire. Et depuis, on était fâchés. Non mais tu vois, parfois, il y a des choses qui t'énervent, parce que le mec, il peut te prendre en défaut en te citant une de tes phrases. Et il faut que tu l'acceptes, mais pas qu'il te cite une phrase que tu n'as pas dite. Oui, mais pourquoi une claque à l'époque? Ah non, c'est parce que tu n'étais pas petit, parce que tu voulais faire le malin. Oui, c'est vrai. Tu voulais faire le malin, tu avais envie de te faire pousser. Et puis en plus, je suis pas sûr que la question, tu l'avais pas fait poser exprès. Non, et voilà, et c'est là que vous avez tort. Parce qu'il y en a des mecs qui font ça, tu sais. Que Bernard ils font passer des textos en bas des écrans. On parle pas. Ah, tu vois, ça existe, les mecs qui font des phrases qui n'existent pas. Ou qui reçoivent des SMS qu'ils inventent. Moi, je veux que tu me fasses un bisou. Oh oui, fais-lui un bisou, nana. Parce qu'à l'époque, faut comprendre que il y avait un sport. C'est casser du tapis. Voilà. C'est que le mec, c'était celui qui arrivait le mieux. C'est pas mauvais. Alors, il y en a pas beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu la Lali sur toi. Je connais. Bon, il y a un moment. Je suis obligé de dire, allez, ça va, les mecs. Non, ce que tu vas faire, tu vas lire son livre. Ah et oui. Tu vas l'appeler après. Et tu me diras. Bernard Tapie, librement. C'est publié chez Plomb, mesdames, messieurs. Attention, attention. Si c'est pour me foutre un pain, moi j'y vais. Hein. C'est quoi? Ça, c'est impossible. C'est quoi? Faut qu'il dise la vérité. Vous trouver un point commun avec Jean-Marie Le Pen. Un point commun. Alors, un point commun, j'ai pris l'avion pour aller à Strasbourg. Non. Attends. D'accord, oui. J'ai pris l'avion pour aller à Strasbourg une fois par semaine pendant que j'étais député européen et lui aussi. D'accord, Rebecca. 1, 2, 3, 4. Là, tu triches, hein. C'est quelle que vous prenne? C'est là, je suis sûr. Vous devez donner tout l'argent que vous avez sur vous à une œuvre caritative. J'ai pas une thune. Comme Mais je vais me rattraper. Voilà. Bernard. 190 patates. Demain, tu files, je sais pas, 1000 euros, 2000 euros. Tu dis rien et tu diras combien je t'ai donné. Voilà. Pour le Cachemire, parce que franchement, là, après le tsunami, plus personne ne donne. Il y a déjà des cachemires. Non, mais je te jure, tu as des sous sur toi? Non. Il est fort, ce tapis. T'en as sur toi? Bernard Tapie, mesdames, messieurs.
La montre. La montre, elle est en acier. Celle-là, elle est en acier, t'es fou. C'est un souvenir du Crédit Lyonnais, laisse tomber. Il y tient.